Mais là, on se disait, putain, c'est un nouveau réseau social. Si on est là dès le début. Parce que c'est le seul moyen d'émerger, le seul moyen de réussir sur un réseau social. C'est vraiment d'y être là dans les premières semaines. Andrea Ben Saïd, fondateur et PDG d'Eskimo. Mais voilà, j'ai mis l'exemple. Je pense que notre force, c'est de savoir accompagner nos collaborateurs dans leur projet de vie. C'est impossible de proposer de l'excellence à un client, de faire un service client irréprochable si t'as un collaborateur qui est pas épanoui dans son travail. Je dois mettre toute mon énergie dans le fait de recruter des gens qui sont meilleurs que moi sur les choses que je fais. Depuis le day one, c'est comme ça. J'ai un avocat qui m'a dit un jour, plus t'as de contentieux, plus ça veut dire que ta boîte réussit. Je trouve qu'en fait, c'est une question de principe. En fait, au début, si ta boîte, elle sert pas de cash, tu payes pas, quoi, en fait. Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2. Il s'agit de Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction de site web no-code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Weglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Poney Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Weglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Weglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15, SANDWICH 15, avec le code SANDWICH15, du coup 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Ah, c'est gaulerie, il y a quand même là d'être ensemble là tous les deux, parce que c'est vrai qu'on peut le dire, c'est peut-être au moins 4 ans qu'on se connaît, que ce soit sur LinkedIn, sur tous les réseaux ou quoi, et c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Donc bienvenue Andrea dans le podcast. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que le digital c'est ouf aujourd'hui. Moi j'ai l'impression de te connaître. Ouais. Tu vois, c'est vraiment comme si on se connaissait parce qu'on a échangé plein de messages sur LinkedIn, je crois même sur Insta, sur tous les réseaux depuis plus de 4 ans. Et je t'ai peut-être eu au téléphone plein de fois, mais on s'est jamais rencontré en vrai. C'est ça la nouvelle ère du digital. Tu connais les gens sans les rencontrer physiquement. C'est ça. Moi, je t'avais vraiment découvert dans Clubhouse à l'époque. Parce que tu faisais partie de ceux dont on voyait beaucoup la pastille, qui était très présent, qui a fait beaucoup de contenu sur Clubhouse. Et puis après, bien sûr, du coup, sur LinkedIn. Et c'est là qu'on s'était téléphoné pour la première fois. C'était ambiance post-Covid. On était par là, quoi. Mais c'est marrant parce que il y a vraiment une ère Clubhouse. J'ai l'impression que il y a plein d'entrepreneurs, tous les entrepreneurs qu'on voit actuellement sur le devant de la scène sont des entrepreneurs qui ont émergé au moment de Clubhouse. Je pense par exemple à Harold Gardas que je connaissais pas du tout avec Commedia avant de le rencontrer sur Clubhouse et plein d'autres. Donc je trouve qu'il y a vraiment eu il y a eu un boom Clubhouse. En gros, ça a duré genre 1 mois le truc. Ouais. Mais on s'est un peu tous rencontrés à ce moment-là, j'ai l'impression. En fait, je pense que ça dénote en fait un certain état d'esprit en fait. C'est-à-dire que on faisait partie de toute cette caste, toute cette communauté de néo-créateurs de contenu qui avaient compris que pour faire du bon marketing pour sa boîte, c'était important de se mettre en avant, de prendre la parole, de créer du contenu et que voilà, plus on donnait du contenu, et plus en fait indirectement on mettait en lumière sa boîte, quoi. C'est vrai parce qu'en fait Clubhouse ça mettait en fait concrètement en avant les gens qui prenaient la parole parce que tu avais un système de stage et de gens qui écoutent. Ouais. Et donc je pense que ceux qui ont compris qu'il fallait prendre la parole pour émerger, on s'est tous rencontrés là parce qu'on s'est tous rencontrés sur le stage finalement entre gens qui voulaient prendre la parole à ce moment-là. Ouais, parce que c'est encore plus dur que de prendre la parole sur LinkedIn. Là, il fallait carrément parler. C'est quand même un exercice qui est encore plus difficile. Mais grave, sachant qu'en plus, parfois, t'arrivais dans des rooms, les mecs parlaient depuis genre 2 heures, et toi, t'arrivais, tu levais la main, te mettais sur le stage, tu rentrais dans la discussion, et ça pouvait mettre un peu la pression aussi parfois, parce que t'avais souvent des gens un peu connus dans l'entrepreneuriat qui étaient là. Ouais. Donc je pense qu'on a tous connu ce moment où on avait un peu la pression et avant de démarrer, quoi. Yes, non mais c'est ça que franchement quand on y pense c'est une belle époque et ça me paraît tellement loin alors que ça avait pris une telle ampleur tellement vite. Enfin c'est vrai que c'est assez incroyable. Mais moi j'étais un malade à ce moment-là, je passais genre 7 jours sur 7, je passais peut-être c'était impressionnant. J'ai jamais autant utilisé un réseau social, je pouvais utiliser clairement 8 heures dans la journée
faire des rooms à 23h, c'était impressionnant l'engagement qu'il y avait sur la plateforme. Ouais, bah, en fait, je pense parce qu'on se disait que, tu vois, je pense que moi, je suis toujours arrivé après la guerre sur Facebook, après la guerre sur Instagram, après la guerre sur LinkedIn. Alors, même si maintenant, on tire notre épingle du jeu, mais là, on se disait, putain, c'est un nouveau réseau social. Si on est là dès le début, since day one, mais qu'avec, justement, encore une fois, tous les conseils qu'on donne aux gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, bah, la première chose, premier conseil qu'on donne, c'est la rigueur et la récurrence. Et donc, on y était tous les jours. Moi, pareil, je pense, si j'y passais au moins 4 heures par jour et j'étais pas dans les plus vénères, hein, je pense, hein, il y en a qui passaient vraiment toute la journée, quoi. Sachant qu'il y a une règle pour percer sur les réseaux sociaux, c'est être au début du réseau social. Ah ouais. Donc en gros, quand tu comprends ça, quand il y a un nouveau réseau social, il faut y aller tout de suite comme un bourrin pour émerger. Parce que si t'as loupé le train d'Instagram, TikTok, LinkedIn, etc., dès qu'il y a un nouveau réseau social, tu te dis bah je peux devenir influenceur un petit peu sur cette plateforme-là. Moi, j'ai connu ça il y a pas longtemps avec Thread, le nouveau réseau social de Meta qui est le Twitter like. Quand ça a été lancé et que j'y ai eu accès, j'y ai directement passé beaucoup de temps parce que c'est le seul moyen d'émerger, le seul moyen de réussir sur un réseau social, c'est vraiment d'y être là dans les premières semaines. Mais là, encore pire que Clubhouse, là, ça a été tué dans l'œuf en 15 jours, en fait. Ouais, hein. c'est ça. En fait, t'avais accès, t'avais un hack pour y avoir accès en Europe en te connectant avec un VPN aux États-Unis. Ou alors tu mettais ton compte et tu mettais que tu avais un compte américain et puis du coup c'est comme ça que tu pouvais télécharger l'appli, quoi. Voilà, mais en fait c'était pas encore live en Europe et donc quand ils ont vu qu'il y avait plein de Français sur la plateforme, ils ont pas compris et là ils ont bloqué directement. Ils ont tège tous du jour au lendemain, quoi. Et toi aussi t'as été dessus du coup? Ouais, bah pareil. Et franchement, et c'est vrai que c'est marrant parce que d'un coup tu prends les nouveaux codes. Et c'est vrai que j'étais là, je postais 15 fois par jour dessus, quoi. Dès que t'avais une idée, c'était en fait aujourd'hui nous on a l'habitude de LinkedIn, dès qu'on a une idée, on la note et du coup on la travaillera quand on sera sur notre slot d'écriture ou quoi, enfin selon les organisations de chacun. Alors que là c'était t'as une idée, t'essaies de la mettre en forme, en fait c'est comme si l'exercice était de faire seulement des accroches. Exactement. Sans mettre le corps. Ouais. Et en fait, tu pouvais le mettre. Et puis, comme tout nouveau réseau social, c'est un peu la prime à ceux qui arrivent en premier. Ouais. Et donc, du coup, ils te mettaient vachement en avant et tu prenais beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés directement, quoi. En fait, il y a un effet. En fait, quand un réseau social se crée, il a besoin d'ambassadeurs qui créent beaucoup de contenu pour se faire connaître. Donc, leur objectif à eux, au réseau social qui se lance, c'est d'avoir très vite quelques ambassadeurs qui vont prendre beaucoup d'abonnés. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand tu as beaucoup d'abonnés, que tu es par exemple dans le top 100 de la plateforme, quand il y a des nouveaux inscrits, ton profil leur est suggéré. Donc tu exploses de manière exponentielle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social, c'est important d'être dans le top 100 assez vite parce qu'en gros, ton profil est suggéré aux nouveaux abonnés et donc du coup ça te permet de croître ton audience de manière exponentielle. C'est ça, parce que personne n'aime arriver sur un réseau social et n'avoir que 5 followers ou 5 amis. Donc en fait, on l'a tous fait la première fois qu'on s'est mis sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur quel que soit le réseau social. Ouais. C'est qu'au début, bah tu cliques un peu sur tous les profils qui te sont suggérés. Exactement. Un tant soit peu que tu les connaisses un petit peu. Et mais ouais, non, c'est ça. En tout cas, c'est intéressant. C'est ce qui s'est passé sur Clubhouse en fait. Très vite, moi par exemple, je me suis retrouvé en top 100. Après, par exemple, j'ai arrêté de me connecter sur la plateforme pendant, par exemple, une semaine quand le truc commençait à mourir. Et j'ai pris encore beaucoup d'abonnés à ce moment-là parce que mon profil continuait d'être suggéré. Et comme il était déjà suggéré depuis un moment et que j'avais beaucoup plus d'abonnés que les autres, il continuait d'être suggéré aux nouveaux. Et finalement, j'aurais pu ne pas me reconnecter sur la plateforme. J'étais déjà lancé d'une certaine manière. Ouais. Bon, on a fait une grosse intro Clubhouse, c'était pas vraiment prévu, mais en tout cas, bah écoute, moi je suis hyper content qu'on puisse échanger là pendant, je sais pas, 1 heure et demie, on verra le temps que ça nous prendra, tant qu'on a le flow, tant qu'on a l'inspi, pour parler ton parcours, pour parler de toi, pour parler d'Eskimos, mais pas que, parce que c'est ça que moi l'image que j'ai de toi, c'est en fait Andréag, un mec du SEO, donc expert en SEO, qui est passé de freelance à agence très rapidement et surtout je pense que tu fais partie des quelques-uns en France qui a réussi en fait à très rapidement un peu scaler son agence. Parce que, combien aujourd'hui, combien de salariés, combien de chiffre d'affaires Eskimos? Alors cette année, on va être plus de 200 collaborateurs et pour à peu près 30 millions d'ARR. Ok. Et avec du coup une rentabilité, je sais pas si les chiffres sont publics. On communique pas dessus, mais les rentabilités sont plutôt bonnes dans le conseil. En 2015, par exemple, je faisais 150 000 euros de chiffre d'affaires. C'était ma première année, on va dire, d'exploitation, et je gagnais déjà de l'argent.
Et c'est pour ça que c'est un modèle intéressant, le modèle de service. Moi, j'encourage les jeunes à se lancer dans cette industrie-là aussi, parce que pour un premier business, c'est génial. T'as pas forcément besoin de lever de fonds pour créer du stock, pour créer de la tech. Tu vends du savoir-faire, de la matière grise. Et donc, si t'as ce savoir-faire-là et cette expertise, tu peux directement avoir de la marge dès ta première année. Et c'est quand même relativement plus sain, surtout quand on sait que l'argent n'est plus gratuit comme ça a pu l'être il y a quelques années. Ouais, donc en fait, c'est ça qui va être intéressant, donc de parler un peu de... Donc Eskimo, ça a 8 ans ou 8-9 Ouais, ans 2015, ouais. Alors après, moi, j'étais de 2010 à 2015 en freelance. Voilà. Je gagnais entre 2 et 4 000 euros par mois. Et en 2015, j'ai créé je suis sorti de chez moi parce que j'étais en freelance. J'ai pris mes premiers bureaux, j'ai recruté mon premier stagiaire et on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2015, 500 000 en 2016, 1 million en 2017. Donc après, on était lancé. Voilà. Et pendant ces 8 ans de vie d'agence, il s'est évidemment passé beaucoup de choses. T'as passé des steps, que ce soit des steps en termes de chiffre d'affaires, des steps en termes de nombre de salariés et toutes les problématiques de culture que ça implique, parce que je sais que t'es très impliqué, mais c'est un sujet qui te tient pas mal à cœur. Je t'ai vu pas mal réagir sur ce sujet. Je vous ai déjà entendu en parler beaucoup avec Olivier, mon associé de chez Kimono. Alors, je crois qu'il y a déjà eu aussi t'as déjà fait du M&A, t'as déjà racheté des boîtes, t'as déjà failli aussi te faire racheter. C'est ça. T'as déjà failli lever des fonds, fait pas mal de choses, pas lever des fonds. J'ai fait plein de choses. Ouais. En tout cas, sur le premier sujet, effectivement, je fais partie des entrepreneurs qui pensent que la culture est le premier moteur de croissance. Ouais. Donc toi qui es associé dans Kimono, tu sais de quoi je parle. Ensuite, effectivement, j'ai un petit peu tout vécu. En 2019, quand j'avais à peu près 29 ans, il y a un groupe qui m'a proposé à peu près 30 millions d'euros pour me racheter. Et donc là, ça m'a fait me poser une question existentielle. J'avais 29 ans et je pouvais avoir assez d'argent pour moi et mes futures générations. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire ? C'est quand tu obtiens les choses que tu as toujours voulu que tu te poses vraiment la question de qu'est-ce que tu as vraiment envie. Donc j'avoue que j'étais assez séduit par cette offre-là. Et en fait, je me suis dit, mais si j'ai plus Eskimos, qu'est-ce que je vais faire ? Et moi, ce qui m'excite aujourd'hui, c'est pas le 0 à 1 ou le 0 à 100. C'est vraiment le projet grand groupe, l'international, le M&A. Donc j'ai choisi un modèle financier assez spécifique et différent, qui est un LBO que j'ai fait en 2019. Et donc en fait concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vendu à peu près 25% des parts de ma société pour faire du cash out, pour pouvoir respirer et continuer de développer du coup la société avec un fonds au capital. Ouais, ça, le LBO, je pense, on en reviendra, mais justement, c'est un sujet dont on avait parlé avec Guillaume Moubèche, donc de l'Emlist, qui avait refusé une levée de fonds. Donc toi, tu as refusé un rachat, lui, il avait refusé une levée de fonds. Donc une levée de fonds, c'est plutôt un fonds ou des business angels ou quel qu'il soit, en fait, donne de l'argent à ta boîte pour prendre une part de la capitalisation, mais l'argent, du coup, n'est pas pour le ou les fondateurs. Elle est pour la boîte, en fait, pour te servir à faire de la croissance. Donc, soit à faire de la R&D, mais plus souvent faire de l'acquisition ou recruter. C'est ça. En fait, généralement, les gens qui lèvent des fonds, c'est des business models qui ont besoin d'avoir du cash pour investir et générer de la croissance. Le LBO, c'est plus un modèle où tu es déjà rentable, tu fais déjà de l'EBITDA, donc tu as déjà un résultat positif. Et en fait, tu vas simplement vendre sur une valorisation une partie de ton capital à un fonds d'investissement qui va y ajouter de la dette. Par exemple, si ta société, je te donne un petit exemple pour que les gens comprennent, si ta société, par exemple, vaut 100 millions d'euros, si tu vends 25%, ça vaut du coup 25 millions. Mais tu vas pouvoir ajouter de la dette. Donc si tu lèves par exemple 25 millions d'euros de dette en même temps que la vente, en fait, tu vas vendre 25% de ta boîte et tu vas toucher 50 millions d'euros. Donc 25 millions du fonds et 25 millions de dette. Et en fait, la boîte va continuer de rembourser cette dette-là après dans les années suivantes. Mais ça te permet de faire un cash out plus élevé en avance d'une certaine manière. Ok, ouais. Donc hyper intéressant. Donc ça, voilà. Donc je pense que l'idée, c'est de repartir en 2015 et même peut-être un petit peu avant pour raconter en fait comment en fait tu t'es intéressé en fait au SEO. Alors on va même expliquer ce que c'est le SEO. Alors moi je vais l'expliquer avec mes mots. Pour moi le SEO en fait c'est le référencement naturel. C'est comment se faire aimer par Google, comment en fait gagner des clients en étant en haut des recherches sur Google sur tel ou tel mot-clé ou telle expression, telle ou telle phrase, telle ou telle longue traîne. Enfin, il y a plein de mots de vocabulaire comme ça. Et là, on va dire que mes compétences s'arrêtent. Je pense que tu en parleras un peu plus toi après. C'est exactement ça. Comment c'est quoi ta rencontre avec le SEO ? Comment ça se passe ? Alors déjà, moi, j'adore faire des podcasts parce que j'adore à chaque fois revenir sur cette période parce que j'ai une histoire pour moi un peu atypique. Quand je me suis lancé dans le SEO en freelance en 2010, mon ambition, et je le dis dans tous les podcasts, c'est de gagner 2000 euros par mois, de créer des sites, ce qu'on appelle des muses, de les automatiser, de gagner 2000 euros par mois. C'était mon rêve. Et en fait, j'aime bien revenir sur cette période-là
parce que je suis vraiment honnête envers moi-même. Je me raconte pas des histoires. J'étais pas quelqu'un qui avait forcément beaucoup d'ambition, pardon. J'étais pas quelqu'un de forcément très carré. Je me rappelle que la box, j'avais mis un numéro de téléphone sur le site internet pour qu'on puisse m'appeler. Et en fait, c'était le numéro de ma box Orange, donc ça sonnait chez moi. Et c'était une période où, tu vois, je pouvais me coucher tard, me réveiller tard. J'étais pas forcément le mieux organisé. J'aime bien parler de cette époque-là parce que je veux aussi dire à tous les jeunes qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire que en vrai, ça n'existe pas quelqu'un qui démarre son business et qui se dit je vais faire une boîte à 1 milliard ou je sais pas, ou en tout cas c'est du storytelling ou du marketing. Donc moi j'aime bien revenir sur cette période parce qu'en plus elle a duré longtemps. De 2010 à 2015, je me cherchais vraiment. Je me rappelle même que pendant cette période-là, je postulais chez certains grands annonceurs pour devenir consultant SEO, tu vois. Et en 2015, en fait, ce qui a fait que j'ai décidé de développer l'agence, c'est un truc tout bête. En fait, c'est que je voulais casser cette routine de travailler de chez moi. Je voulais retrouver un aspect un peu plus social, voir du monde, aller au bureau tous les matins, repartir le soir. Et en fait, c'était pour me mettre un rythme. Et j'ai sous-estimé. On a tendance à sous-estimer quand on est freelance, qu'on travaille de chez soi, l'importance du rythme et du cadre. Et donc très vite, en me levant le matin, en allant au bureau, en fait, à la moitié de la journée, j'avais déjà fait toutes les tâches qu'il fallait. Et donc l'autre moitié de journée, quand j'étais chez moi et que j'allais plutôt appeler un ami, regarder un film, jouer au poker sur Internet, bah là j'étais enfermé dans un bureau. Donc je me suis dit, bah je vais développer le business. Donc j'allais sur LinkedIn, je commençais à prospecter. Et en fait, ça a accéléré mon business. Donc voilà, j'aime bien revenir sur ce moment-là parce que ça a duré longtemps. Et après, quand j'ai fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2015, l'ambition c'était juste de doubler l'année d'après. Enfin, tu vois, ça s'est vraiment fait étape par étape. Ouais. Donc là, du coup, 2015, je comprends 1 million de fois le côté. Au début, c'est vrai que c'est hyper sexy de travailler de chez soi. Tu vois, moi, j'ai pu le faire une fois dans ma vie. Enfin, du coup, 2 fois avec le confinement, mais vraiment une fois quand j'ai démissionné de mon CDI d'intrapreneur. Okay. C'est pile le moment en fait où je déménageais dans ma nouvelle maison. Ma femme était enceinte. On était mariés depuis 1 an. Enfin, tu vois. Et là, je monte la boîte. Et donc, la première année, je la fais vraiment tout seul chez moi. Alors, c'est magnifique parce que du coup, je suis dans des bonnes conditions. J'ai une maison, j'ai mon bébé. Donc, en plus, du coup, je me dis, putain, j'ai de la chance, j'en profite grave. C'est moi qui, je suis là quand elle se réveille. Je suis là à la sieste. C'est moi qui peux la nourrir. C'est moi qui, enfin, je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais c'est vrai que, alors, tu vois, toi, t'as resté 5 ans comme ça en mode free chez toi. Moi, j'avoue qu'au bout d'1 an, bah là, après, j'ai pas déprimé, mais je me suis dit, là, vraiment, il me manque un truc, quoi. Ouais. C'est vrai que là, dans mon essence, il me manque un truc. Je veux avoir cette ambiance de collègue, cette ambiance de, et en effet, de bureau, parce que plus ça allait, plus je me levais tard. C'est ça. Plus, en fait, enfin, je me levais tard. Non, je me levais pas très tard parce que j'avais, du coup, mon bébé, mais si je l'avais pas eu, je me connais, je me serais plutôt levé plus près de 10-11 heures que de 6-7 heures, quoi. Donc, le fait d'avoir des bureaux, et du coup, bah, en fait, très vite, comme tu le dis, t'es dans les bureaux, donc tu développes, et tout de suite, très vite, il y a le premier salarié qui arrive. Et là, tu mets le doigt dans un engrenage qui, logiquement, ne s'arrêtera plus jamais, quoi. C'est ça. Après, bah, t'as quelqu'un à manager, t'as tes bureaux. T'as une responsabilité. T'as une responsabilité. Mais c'est vrai que ce qui est dingue, c'est que moi, je me rappelle encore que, au-delà de l'aspect social, si j'ai voulu sortir de chez moi, c'était pour avoir ce que moi j'appelle une hygiène de vie. En fait, c'est tout bête, mais c'est prendre sa douche le matin, mettre son réveil, prendre sa douche, se mettre une petite chemise, se mettre un peu de parfum, sortir de chez soi pour, voilà, aller travailler, on va dire. C'était ma vision du travail. Plutôt que de se réveiller, de rester en jogging, d'aller se prendre un café devant l'ordi, de chiller un petit peu. C'est pas la même mentale. Et moi, c'est vrai que ça m'a donné une mentale plus de guerrier quand je suis sorti de chez moi que quand j'étais en jogging toute la journée à me faire un café. Par exemple, si un ami m'appelait, je te donne un très bon exemple. Un pote m'appelait, mon meilleur pote m'appelle, il est 10h30. Je suis chez moi, je suis en jogging devant mon ordi, je lui réponds et je reste 1h30 au téléphone avec lui. Quand j'étais au bureau, je pouvais pas le faire parce qu'il y avait d'autres gens à côté de moi. Et ça impose une certaine rigueur, mais c'est assez drôle. En fait, ça fait un peu le truc pas prévu, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'était pas pour faire une licorne que je suis sorti de chez moi. C'était pour me mettre une petite chemise et aller sur un lieu de travail tout simplement. Ok, bah écoute, et donc là, donc tu prends des bureaux quoi, dans un cowork, tu fais comment? Ouais, je prends un coworking, je prends un centre d'affaires qui est à côté du Trocadéro, qui est exactement rue Léo Delibes. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis arrivé dans ce centre d'affaires, le premier client que j'ai signé, c'est le centre d'affaires lui-même, parce que j'ai sympathisé avec eux. J'ai sympathisé avec un autre mec qui avait un logiciel immobilier dans le coworking que j'ai signé.
Et donc très vite j'ai fait de la croissance et je me suis découvert aussi moi-même, j'ai découvert mes compétences. Parce que quand j'étais chez moi, je savais pas forcément par exemple que j'étais un bon sales ou que j'avais forcément un bon relationnel, je m'en rendais pas compte vu que je restais chez moi. Ouais. Donc ça m'a permis de me découvrir aussi, de sortir chez moi. En fait, tout s'est ouvert quand je suis sorti de chez moi concrètement. Donc si on essaie un peu maintenant de raisonner un petit peu par étapes, donc là on sent que 2015 c'est un vrai milestone, Ouais. et tu dirais que la première étape c'est quoi? Genre si déjà on prend des étapes annuelles 2015-2016, c'est quoi? Donc là tu montes l'agence, tu vas faire ton premier bilan, ton premier compte de résultat fiscal. Est-ce que là au bout d'un an tu as déjà je sais pas 1, 2, 3, 4 salariés? On est sur quel type de KPI à ce moment-là? En fait, ce qui est dingue, et c'est la raison pourquoi je pense que avec Eskimos je vais aller très loin, c'est qu'en fait tout a été des étapes pour moi. Vu que j'ai commencé de zéro et que j'avais jamais travaillé en agence avant et que j'avais jamais été salarié dans une boîte, tout a été une étape. Recruter un stagiaire, c'était une étape. Louer des bureaux, c'était une étape. Gérer un client, c'était une étape. Aller faire une propale à un client, c'était une étape. J'ai tout appris sur le terrain et c'est ce qui fait que je pense que je vais pouvoir aller très loin. C'est que j'ai une capacité à justement apprendre sur le terrain et aux différentes étapes à m'adapter. Et c'est ça ma grande force. Je me rappellerai toujours, par exemple, un jour, j'étais sur un appel d'offres où j'ai dû aller pitcher un grand groupe. Et pour te dire à quel point je savais pas comment le métier d'agence fonctionnait, je suis arrivé avec mon dossier que j'avais préparé, qui était sûrement d'ailleurs le dossier le plus technique, le meilleur. Mais j'avais imprimé des feuilles A4 que j'avais fait relier chez l'imprimeur comme quand on était à l'école. Quand l'appel d'offres a démarré, que j'ai dû me présenter, les gens ont branché comment on appelle ça, le rétroprojecteur pour projeter le PowerPoint. Et en fait, ils ont très vite compris que j'avais pas de PowerPoint et que j'ai déposé mon dossier relié à chaque personne. Donc, il y avait des dossiers pour tout le monde. Et voilà, je leur ai présenté avec page par page. Comme ça, c'était des fichiers A4. C'était un format qui était pas du tout adapté. J'ai compris que ça allait pas marcher très vite. Et pour te dire, j'avais même pas compris j'avais compris qu'il y avait un froid sur le moment, mais j'avais pas compris où il était. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourtant, j'ai le meilleur dossier. Pour moi, j'allais gagner dans ma tête, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai appris. Donc, tout ça pour te dire que tout a été une étape pour moi. Et encore aujourd'hui, j'ai des étapes. Mais je pense qu'un bon entrepreneur, c'est justement de pas avoir d'idées reçues, de savoir se remettre en question et de s'adapter justement à chaque nouvelle problématique, se remettre en question et essayer de trouver la meilleure solution en apprenant sur le terrain. Alright, ok. Donc du coup là, t'es dans ce centre d'affaires, tu prends très vite ton premier stagiaire, peut-être bien un deuxième, un troisième. Et à quel moment, pareil là, ça va être quoi, on va dire le premier vrai milestone, tu vois quand même qui est passé, et en fait quelle étape tu passes dans Eskimos où tu dis là, ok, là maintenant on va passer dans une autre dimension? Comme j'ai commencé de zéro et que j'étais tout seul, déjà avoir un premier stagiaire et ensuite un alternant, c'était déjà un milestone dans le sens où j'avais une équipe. Pour moi, c'était assez fou. Donc je pourrais pas te dire quel a été vraiment le moment, parce que aussi ma boîte, je l'ai développée un peu comme une fourmi de manière progressive, toujours dans l'ombre, petit à petit. J'ai toujours attendu d'avoir de nouveaux clients avant de recruter de nouveaux consultants. J'ai toujours été rigoureux, j'ai été la tête dans le guidon. Et donc, je me rappelle pas d'une grande étape. Si peut-être une grande étape, je m'en rappelle de celle-là. Je crois que c'est 2018, autour de 2018, je crois, ou 2019, où en gros, on a pris un plateau de plus de 500 mètres carrés à Boulogne. Et j'avais brandé tout le bureau avec des citations sur les murs, la mascotte sur les murs. Vous êtes combien là déjà? Là, à ce moment-là, on doit être peut-être, je pourrais pas te dire, peut-être 30, 40. Ah oui, donc là, vous êtes déjà quand même... on a déjà bien évolué, mais ça m'a marqué parce que c'était un grand bureau que j'avais brandé. Ça ressemblait vraiment à une grosse boîte déjà pour moi dans ma tête, d'où je venais. Donc j'avoue que c'était impressionnant. Ces bureaux-là m'ont impressionné et j'ai réalisé à ce moment-là. Parce que quand t'es la tête dans le guidon, en fait, tu réalises jamais vraiment où t'en es. Ouais. Parce que toi, au début, donc j'ai bien compris qu'au début, t'as tes premiers clients. D'ailleurs, comment tu les chopes, tes premiers clients? C'est quoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas Malte, il n'y a pas tout ça à l'époque. Comment tu fais? Alors, j'avais deux pistes principales. La première, c'est le sales. J'étais moi-même le sales et j'essayais de travailler dans mon réseau. Ce qui est bien quand tu fais du SEO, c'est que tu touches tout le monde. N'importe qui a un site internet a besoin de se référencer. Ouais. Donc très vite, dans un dîner ou quoi que ce soit, en fait, je peux vendre une prestation n'importe quand dès que je parle à quelqu'un. Et la deuxième raison qui est la plus grosse, je pense, c'est que j'ai moi-même référencé mon propre site. J'ai fait une stratégie d'inbound marketing sur Eskimos et très vite, je me suis référencé premier sur tous mes mots-clés. Et en fait, il y a un truc, c'est que quand tu recherches une agence SEO en tant que prospect, tu tapes agence SEO sur Google, tu te dis si il y a une agence qui est première, c'est qu'elle fait bien son métier.
Ouais, franchement, est-ce que un jour quelqu'un a tapé agence SEO et a choisi une agence SEO qui était en page 3? Je pense pas. Bah, je pense pas. Et en fait, ça a été notre marque de fabrique et je l'ai beaucoup marketé. Mes concurrents en avaient d'ailleurs un peu marre. Ils trouvaient que je communiquais trop. Et en fait, on est premier sur agence SEO depuis plus de 5 ans. Peut-être 7 ans. Depuis le début, en fait, j'ai consolidé cette position. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que au-delà d'être premier, ce qui est génial, c'est qu'il y a un biais psychologique sur mon métier, qui est que les gens recherchent un cordonnier bien chaussé. Ils se disent, si lui est premier dans son industrie où il y a que des experts, où ça doit être le plus difficile, c'est que c'est les meilleurs. Ouais, ok. Donc ça, quand même assez smart. Donc en fait, très vite, toi quand même, t'as été alors j'ai compris quand même que t'es pas un mauvais sales. Le sales, c'est quelque chose qui te plaît. Mais alors après, peut-être l'outbound, peut-être un peu moins. Je sais pas, au début, quand toi, tu t'estimes être un bon sales du côté humain. C'est-à-dire que là, je suis en face de toi. Tu vas me vendre une prestation SEO. Mais est-ce que à cette époque, t'es un bon growth, même si on n'utilise pas encore un petit peu, on commence à utiliser un peu cette expression. Est-ce que tu sais aller chercher des clients en growth, en outbound, en vraiment démarchage pur tech? Je sais pas si je suis un bon sales. En tout cas, il y a quelque chose que j'ai découvert chez moi, c'est que j'ai un bon relationnel. Et donc, je sais pas si je suis un bon sales ou pas. Je dirais que j'en suis un bon dans le sens où quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas essayer de lui vendre quelque chose, je vais essayer de nouer une bonne relation avec la personne. Et comme j'ai beaucoup d'empathie pour les gens, généralement j'arrive à créer un bon lien parce que les gens se rendent compte que je m'intéresse vraiment à eux. Je peux même leur poser des questions sur leur vie personnelle ou quoi. Et comme je crée un bon relationnel, les gens me font confiance derrière. Ça c'est sur la partie sales. Donc non, je suis pas la personne qui suis capable d'appeler, etc. Ça c'est le premier point sur la partie sales. Ensuite, moi je suis un geek. Je suis ultra hands-on, c'est-à-dire que c'est moi-même qui gère encore la stratégie SEO d'Eskimos partout en Europe. J'utilise des stratégies de gros, j'utilise plein d'outils. Je suis vraiment au fait des nouvelles technologies. Aujourd'hui, j'ai lancé une collection NFT Eskimos moi-même. J'ai drivé un prestataire pour créer le smart contract, pour créer des niveaux de rareté sur les différents NFT. Je dirais que la force qu'on a dans le groupe Eskimos, c'est que je suis ultra hands-on et c'est vrai que je suis très geek, j'aime bien poncer les sujets. Donc ça permet d'avoir toujours de l'innovation dans le groupe et donc je pense que je suis un très bon gross pour le coup parce que je sais mettre en place des stratégies marketing qui fonctionnent. Je parle à l'époque, est-ce que tu l'étais du coup? À l'époque en gros à l'époque, qu'est-ce qui explique quels sont les facteurs clés de succès en termes de croissance du portefeuille client et du chiffre d'affaires? Déjà, j'ai été un des premiers en France sur le marketing digital à penser LinkedIn. En 2015, il y avait personne. Je pense que dans les gens qu'on voit présents aujourd'hui, je suis le plus ancien. C'est-à-dire que déjà, j'étais le plus ancien de base. Après, il y a des gens qui sont arrivés après moi, qui ont été qui étaient plus engagés sur la plateforme, qui ont explosé, mais qui ont disparu. Donc je dirais que je suis le plus ancien et celui qui tient la récurrence. C'est-à-dire que ça fait 8 ans que je continue de poster toutes les semaines. Donc je pense que j'ai marqué des points par rapport à cette récurrence sur LinkedIn. Donc ouais, voilà, la création de contenu et LinkedIn, en l'occurrence, toi, ça fait longtemps que c'est dans ta stratégie, quoi. Ouais, je faisais des millions et des millions, je pouvais faire des dizaines de millions de reach par an sur LinkedIn. Okay. Donc j'apportais beaucoup de clients et quand tu fais du B2B, tous tes clients sont sur LinkedIn. Donc c'était un bon pari de ma part et tu vois, quand en 2015, j'ai décidé de prendre mes premiers bureaux. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais très vite, vu que j'avais très peu de clients, je m'ennuyais très vite dans les bureaux. Donc fallait que je m'occupe. Et donc tu vois, je me suis mis sur LinkedIn assez vite et je dirais que le SEO d'Eskimos et LinkedIn, ça a été les deux éléments qui ont fait croître l'agence très vite. Et c'est marrant ça, est-ce que tu arrives à te rappeler le jour où en fait où limite tu lâches ton premier post, alors ça s'est peut-être pas passé comme ça, mais comment tu as pu avoir l'idée à l'époque de dire je vais créer du contenu sur LinkedIn en 2015, parce que 2015, c'est le Moyen-Âge pour LinkedIn en fait. Clairement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps. Moi, à la base, je voulais travailler dans l'ombre, en mode sous-marin, développer mon projet. J'ai toujours vu le business comme ça. Être un peu un doer, pas du tout dans dans la lumière. Et en fait, malgré moi, en postant sur LinkedIn, je suis devenu connu. J'ai pris goût à ça. J'ai vu que ça m'apportait du business, mais l'objectif, ça a toujours été de créer du business. Et, quel que soit ce que je dois faire. Et, là, pour le coup, LinkedIn, ça a très bien fonctionné. Et ça m'a mis sur le devant de la scène alors que c'était pas du tout mon objectif à la base.
Mais c'est qu'en fait, ouais, ça, c'est que, alors, certes, on va jamais se mentir, hein, ça, il y a toujours quand même ce petit côté dopamine. C'est quand même, c'est jamais désagréable d'être reconnu, de se faire reconnaître, de quelqu'un qui nous dit juste, bah, franchement, merci pour le contenu que tu fais, ça m'aide beaucoup et tout. C'est toujours hyper gratifiant. Clairement, mais moi, à la base, c'était vraiment, ouais, 100%, je faisais vraiment ça 100% pour faire du business. Alors, peut-être que je me mens moi-même, je sais pas. Mais, je te dis, c'est que indirectement, quand même, j'allais dire un dommage collatéral qui est agréable, qui est positif. Exactement. C'est un dommage collatéral qui est positif. De la manière business, quoi. Exactement. C'est un dommage collatéral qui est positif. Ok. Donc, bah, écoute, très bien là-dessus. Donc, c'est-à-dire que quand même, très vite, t'as une stratégie SEO, t'as une stratégie de création de contenu LinkedIn. Donc, ce qui fait que t'as beaucoup d'entrants et en fait, tu fais énormément de croissance à ce moment-là. Donc, je suppose que pour suivre cette croissance, du coup, bah, tu recrutes à tour de bras. Enfin, quand j'ai à tour de bras, ça va. Est-ce que ça va hyper vite ou est-ce que, je sais pas, au bout de 2 ans, vous êtes que 5 ou 6 ou quoi, ou ça a été tout de suite exponentiel? Non, ça va vite parce qu'on a fait 100% de croissance pendant peut-être 5 ans. Donc 100% de croissance, c'est dur à gérer quand il faut gérer les clients en même temps. Donc je suis passé aussi par toutes les étapes. Je suis passé par la croissance trop rapide au dépit de la qualité du service. Ça, c'est un grand classique. Quand tu grandis trop vite, il y a un prix à payer. Donc il y a différentes étapes. Et ça existe pas les gens qui vont dire tu peux croître à 1000% par an et pas avoir un problème sur ta qualité. Ouais. Donc il y a eu plein d'étapes, mais c'est vrai que je dirais que ma force a été de créer beaucoup de contenu. J'écrivais moi-même les articles de blog, j'écrivais mes posts sur LinkedIn, donc j'étais à la racine de la création de contenu autour de l'agence. Ok. Donc là, du coup, l'agence fait beaucoup de croissance. Vous recrutez beaucoup de monde. Vous prenez des nouveaux bureaux. Je sais pas, dans l'histoire d'Eskimos, il y a eu combien de déménagements pour l'instant? Alors au début, on était dans 20 mètres carrés dans le centre d'affaires. Ensuite, on a pris un 100 mètres carrés rue avenue Paul Doumer. Ensuite 500 mètres carrés à Boulogne. C'est les fameux 500 mètres carrés. Voilà, les fameux 500 mètres. Ensuite on est passé à 1000. Et puis maintenant on a une stratégie internationale et en France on est aussi présent à Lyon et à Bordeaux. C'est vrai que vous êtes à Bordeaux. C'est ça que ils sont où à Bordeaux du coup tes bureaux? Ouais, alors j'avais demandé à Olivier justement s'il restait des places dans votre villa Maria, c'est ça? Villa Maria, ouais. Donc on avait cherché des places, mais c'était un petit peu à côté. Là, je pourrais pas dire exactement parce que ça bouge pas mal. Ils sont dans des coworks en fait. Ils sont combien? Voilà. Alors pour l'instant, on vient juste de lancer Bordeaux là, donc ils sont 3-4. Ok. Voilà. Écoute, faut qu'on se parle parce que du coup, moi, je viens d'acheter avec 2 autres associés, également encore 1000 mètres carrés, mais du coup dans Bordeaux Centre cette fois. Ok. Et pareil, un super hôtel particulier. Je te montrerai les photos, c'est magnifique. Jardin, piscine et cette fois plein centre-ville, pas extérieur boulevard. Et trop bien. On est en train de louer justement les premiers postes. Tu me donneras l'adresse et tu me garderas des postes, j'espère, avec plaisir. On s'en parlera. Comme quoi, c'est bien les podcasts, ça permet de faire de la vente vois, aussi. Ouais. Mais non, et avec grand plaisir. Et c'est vrai que on croit beaucoup aussi au développement, régional, dans le sens où Lyon ou Bordeaux, c'est vraiment des villes où il y a beaucoup de talent. Et pour les sociétés concurrentes à nous qui sont que à Paris, elles peuvent pas bénéficier de ces talents qui sont présents à Lyon et à Bordeaux. Donc c'est un énorme avantage concurrentiel. Donc c'est plutôt, on va dire, toi, de faire des bureaux en région, donc en l'occurrence là à Lyon et à Bordeaux, toi c'est plutôt pour une question de talent qu'une question de aller chercher les clients de Bordeaux. Parce qu'en fait, le client de Bordeaux, lui s'en fout que son agence elle soit à Bordeaux, Lyon, Lille ou à Londres ou clairement. autre, quoi. Ouais, clairement, c'est pour ça. Et puis, par contre, ça crée un dommage collatéral positif encore une fois, parce que du coup, nos clients qui sont à Lyon ou à Bordeaux voient qu'on est sur place, on peut aller les rencontrer, les faire venir dans nos bureaux, et donc ça permet de gagner aussi des clients. Et puis toi, en même temps, en termes d'RH, tu vois, nous on le voit avec, par exemple, sur Kimono, où on a des bureaux à Paris et à Bordeaux, bah, tu vois, il y a même des Parisiens qui restent, et du coup, qu'on arrive à garder, parce que, en fait, ils déménagent à Bordeaux, parce que, tu sais, c'est le projet maintenant quand même de beaucoup de Parisiens, c'est d'aller revivre ou vivre en région. Ouais. C'est ça que s'ils sont dans une boîte où ils se plaisent et qui leur offrent l'opportunité de pouvoir rester dans leur bureau mais du coup en passant en région, bah du coup c'est quand même un axe d'amélioration de ouf, quoi. Grave. Et en fait nous on essaie toujours d'être en avance sur notre politique RH. Tu vois, avant le Covid par exemple, on était ouvert sur le télétravail à 100%. On avait déjà prévu d'ouvrir un bureau à Lyon.
Donc on n'a pas du tout été en réaction au Covid, on était déjà, je pense, en avance. Et moi, dans le groupe, je crois beaucoup à la mobilité interne. C'est pour ça aussi qu'on se développe à l'international. En fait, on a cette stratégie-là pour la province, mais on a aussi ça pour l'international, parce que j'ai des gens qui sont à Paris, qui veulent à un moment donné déménager en province, par exemple à Lyon ou à Bordeaux. Mais j'ai aussi des gens qui veulent aller à l'international, qui veulent aller vivre à Londres ou à Madrid. Et donc, je crois beaucoup dans la mobilité interne. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un plan de carrière beaucoup plus long pour les gens qui sont chez nous. Ouais. Parce que, admettons, par exemple, t'as quelqu'un qui est à Paris pendant 2 ans. À un moment donné, il va aller travailler à Bordeaux. Il va travailler à Bordeaux pendant 2 ans. Après, il va aller vivre à Madrid avec sa femme parce qu'elle a eu une promesse d'embauche là-bas. Donc, ils vont à Madrid de 3 ans. Ensuite, ils vont à Londres. Et donc, en fait, on peut travailler avec les gens plus de 10 ans. Ouais. Parce qu'il y a de la mobilité interne. Ce que ne peuvent pas faire nos concurrents qui sont que à Paris, parce que si quelqu'un veut aller à Londres, ils perdent les talents. Donc nous, on a un développement international aussi pour proposer de la mobilité interne à nos collaborateurs. Surtout dans vos métiers. Justement, on parlait avec Vincent tout à l'heure, qui est pareil aussi dans un métier de consultant, métier de consulting et de service là-dessus. En fait, vous êtes dans des métiers quand même très techniques, où du coup, les talents, une fois que vous les avez, que vous les avez formés, onboardés, suivis, fait monter, etc. C'est compliqué de devoir les laisser partir, quoi. En fait, la force d'une société de conseil, c'est ses collaborateurs. C'est pas comme ce que Vincent disait il y a une heure ici. Voilà, c'est pas comme dans d'autres domaines où t'as de la tech et par exemple si t'as quelqu'un au service client, tu peux le remplacer. Ça va pas changer grand chose dans le sens où l'utilisateur va utiliser la même technologie. Par contre, un client qui travaille avec un chef de projet, s'il a un affect avec ce chef de projet-là, s'il part, c'est chiant. Et d'ailleurs, il y a des boîtes de conseil, des grosses boîtes, je pourrais plus te donner le nom, je sais plus si c'est Capgemini ou pas. Il me semble que c'est Capgemini, qui avait perdu, je crois, 40% de ses effectifs sur 1 an. Et qui avait vu son résultat baisser de 50% la même année. Donc il y a une corrélation forte entre le churn collaborateur et l'évolution de ton chiffre d'affaires et même de ton résultat. Donc concrètement, si tu as des collaborateurs épanouis, tu as des clients heureux et une société profitable. Si tu as des collaborateurs malheureux, tu as des clients qui sont déçus et tu as une baisse de ton chiffre d'affaires et de ton résultat. Mais clairement, du coup, ça nous donne peut-être aussi une bonne transition pour du coup parler de culture, parce que je sais que c'est un sujet qui est hyper important pour toi. À quel moment déjà tu mets ce mot culture sur ce concept-là, et à quel moment tu conçois que c'est un élément plus qu'important, qui est primordial dans la vie de ta boîte et dans la continuité de la croissance d'Eskimos? Comme je te disais, moi j'ai tout appris sur le terrain. Et donc là encore, c'est un sujet auquel j'ai dû me confronter. Pour moi, la culture, c'était du gros bullshit. J'en ai parlé avec Olivier plein de fois. Parce que aussi, je pense que j'ai été influencé par une communication où les médias encensaient beaucoup, des sociétés qui avaient beaucoup levé de fonds, qui parlaient de culture, et tout le monde se moquait un peu. Il y avait un peu la culture baby-foot. En gros, tu mets un baby-foot et tout est réglé. Je pense que j'ai été influencé par toute cette communication autour de la culture, et du coup très vite je me suis dit non, la culture c'est du bullshit, moi je veux pas entendre de parler de ça chez moi. Et en fait petit à petit je me suis rendu compte de la puissance, et c'est une bonne transition du coup les RH à la culture, parce qu'en fait pour créer un gros groupe t'as besoin d'avoir une culture forte. Je sais plus qui dit ça, mais une citation qui dit la culture mange la stratégie au petit déjeuner. J'ai oublié qui disait ça, mais c'est le plus gros moteur de croissance pour nous chez nous, parce que si tu as une culture forte, en fait, tes collaborateurs deviennent même des ambassadeurs. Ils parlent de toi en off, à côté. Ils sont épanouis quand ils viennent travailler. Et ça te permet de pas faire d'erreur au moment du recrutement. Parce que poser une culture et des valeurs, ça permet très vite à l'entretien de dire voilà comment on est. Et ça permet d'avoir un engagement sain. Avant, quand j'avais pas de culture ou de valeurs, on recrutait, un petit peu au feeling, on essayait de faire au mieux, mais on pouvait avoir plein de fois des dismatchs. Aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir un dismatch parce qu'on a un accord qui est moral, on s'est mis d'accord sur des valeurs, donc c'est pas possible qu'il y ait un mismatch après, parce que on s'est mis d'accord initialement. La culture permet d'aligner les gens et permet d'avoir aussi une ambiance saine dans son entreprise, je trouve. Et c'est quoi les valeurs chez Eskimos? Alors, on a 2 valeurs. La première, c'est excellence, dans le sens de parce que avant, en fait, on a remplacé. En fait, avant, c'était intensité, épanouissement. Il y avait un côté un peu work hard, play hard. Ouais. Et en fait, dans le métier d'agence, c'est un métier de flux. Il y a beaucoup de clients à gérer, de choses à faire. Donc, si t'es pas forcément quelqu'un d'intense dans ton travail, tu peux te faire dépasser par les choses et ça peut ne pas fonctionner. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, on a beaucoup travaillé là-dessus, que ça posait un problème, c'est qu'on avait des gens qui étaient très intenses, mais qui étaient pas forcément excellents. C'est-à-dire qui étaient intenses, qui étaient capables de tout gérer, qui étaient capables de gérer le flux, mais qui pouvaient parfois ne pas être dans l'excellence, dans le service client donné aux clients.
pour ça qu'on a remplacé intensité par excellence. Donc l'excellence, c'est est-ce que tu es excellent dans les livrables que tu donnes à tes clients, est-ce que tu respectes les deadlines, est-ce que tu vois, tu fais vraiment de la qualité dans ce que tu fais, l'excellence. Et la deuxième, c'est l'épanouissement. Et on en revient justement à ce côté RH, le churn, etc. Pour avoir l'excellence, tu es obligé d'avoir de l'épanouissement de tes collaborateurs. Donc nos deux valeurs fonctionnent ensemble. Et donc l'épanouissement, c'est pas juste aller boire des verres entre amis, c'est vraiment être épanoui là où t'es. Est-ce que comment tu te développes humainement, donc personnellement, mais aussi professionnellement. Hard skills, soft skills. Est-ce que par exemple, tu vas à la fin de d'une année chez nous, tu vas apprendre des choses. On donne la possibilité à nos collaborateurs, par exemple, d'apprendre l'anglais. On a un maximum de choses en place, donc je vais pas te donner tout maintenant, mais c'est pour une expérience collaborateur qui est positive et qui se sentent le mieux dans la société. Ouais, mais après, si, ça peut être sympa de rentrer dans le détail, mais par exemple, est-ce que tu as des exemples concrets pour donner à l'audience justement de qu'est-ce que tu mets en place justement pour qu'il y ait cet épanouissement-là? Pour l'excellence, je pense qu'on y reviendra après. Pour l'excellence, je suppose que c'est tout ce qui va être sur les processus de recrutement, d'onboarding, de formation, de suivi. Ça, on pourra en parler juste après. Mais sur la partie épanouissement, du coup, comment tu fais? Enfin, je sais pas si je te donne pas de donner un bullet point de 10 points, mais c'est quoi ceux qui te viennent en tête? Je pense que pour donner de l'épanouissement aux gens, aujourd'hui, il faut savoir leur donner de la liberté et il faut savoir être souple dans sa manière de faire. Le gros avantage que j'ai avec Eskimos, contrebalancer justement là. Le gros avantage que j'ai avec Eskimos, c'est que moi j'ai une nature très rigoureuse, mais je suis à la fois très souple. Je te donne un exemple. Il y a une personne chez nous qui était là depuis longtemps, qui cartonnait, qui voulait faire le tour du monde, qui voulait faire une année sabbatique avec son copain. Je pense qu'il y a plein d'entreprises qui auraient dit tu fais ton truc et puis c'est fini. Nous, ça s'est pas du tout passé comme ça. On lui a dit tu fais ton année sabbatique et dans un an on t'attend, on te réouvre un poste pour que tu puisses revenir un an plus tard. Ça c'était écrit. Enfin, comment ça s'appelle? C'était un accord. Alors je pourrais pas dire dans les détails parce que c'est pas moi qui ai géré ça directement, mais en tout cas c'était un accord moral. Donc la personne est partie un an. Elle est revenue. Aujourd'hui, c'est une des personnes qui cartonne le plus parce qu'on lui a donné cette souplesse-là. On a quelqu'un qui voulait aller vivre avec sa femme en Écosse, mais qui se plaisait toujours dans la boîte. On l'a laissé aller travailler là-bas, 100% en télétravail. J'ai mis l'exemple comme ça, mais donc du coup c'est pour ça qu'à chaque fois c'est des cas sur mesure. Après, pour te parler de manière un peu plus globale, on met un maximum d'outils dans la boîte pour que ce soit confortable de travailler dedans. C'est des trucs tout bêtes, mais on met des outils de marché pour gérer ta mutuelle, par exemple. On va avoir des outils comme Alan pour gérer tes congés, tes demandes d'acompte, des choses comme ça, Payfit. On va travailler, par exemple, vendredi, ça c'est génial, ça te permet de faire partie d'une association de projets associatifs tous les vendredis. Donc si tu peux, en fait, à vendredi te présente des projets et les équipes choisissent les projets qui lui tiennent à cœur et elles participent à des projets associatifs. Ça permet vraiment d'avoir un épanouissement parce que tu vois, quand tu donnes aux gens, ça n'a rien à voir avec Eskimos, tu te sens mieux aussi, mais voilà, j'ai mis l'exemple. Je pense que notre force, c'est de savoir accompagner nos collaborateurs dans leur projet de vie. Je dirais que c'est ça notre grande force. L'épanouissement, ça passe par là. On a par exemple 2 personnes de chez nous qui se sont rencontrées chez Eskimos, qui vont se marier, qui ont voulu aller habiter à Londres. Donc ils se sont rencontrés chez nous. Maintenant, ils vont aller habiter à Londres. Ils prévoient d'avoir un enfant maintenant et ce sera le premier bébé Eskimos. Ça c'est sympa et c'est pas le seul couple qu'on a créé. Ça c'est une de mes plus grandes fiertés. À chaque fois, je me dis c'est génial qu'on ait réussi à créer ça. Moi, j'ai eu le premier bébé kimono qui est né il y a quelques mois aussi. Énorme. Très ça, je trouve que c'est une grande fierté, ça. Mais j'ai trouvé que c'était d'une arrogance sans nom. Ils ne l'ont pas appelé Hugo. Bon. C'était une fille, je veux bien. Ils l'ont appelé Olivier, non, ils l'ont pas appelé. Non, c'était une fille. C'était une fille, donc je peux comprendre. Mais du coup, t'es très fier de ça. Mais tu peux faire rencontrer des gens et dire que t'as participé indirectement quand même à quelque chose d'important. En fait, l'épanouissement, c'est un sujet tellement profond. En fait, ça demande de choses bêtes, mais d'avoir de l'empathie envers les gens avec qui tu travailles. Parce que quelqu'un qui est pas foncièrement bienveillant, ça se voit, je pense. Un manager qui veut faire bluff, entre guillemets, il va se faire cramer. Donc c'est juste avoir de l'empathie, être à l'écoute. Tu vois, moi j'ai des collaborateurs parfois qui me disent écoute, là je suis dans une période compliquée, qui nous parlent de leurs problèmes perso, qui aimeraient avoir un peu moins de charge de travail. Après le point, le lendemain, on change des clients de son portefeuille, on lui diminue sa charge de travail, le temps qu'il aille mieux. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc c'est vraiment s'adapter avec les gens avec qui tu travailles. Mais je dirais que la valeur principale d'Eskimos, c'est l'épanouissement, parce qu'elle permet de servir l'excellence. C'est impossible de proposer l'excellence à un client.
de faire un service client irréprochable si t'as un collaborateur qui est pas épanoui dans son travail. C'est impossible. Alright. Et ça, du coup, donc aujourd'hui, vous êtes, il y a environ 200 salariés. Ouais. Et toi, pareil. Donc là, ta place en tant que CEO, mais dans le sens managérial du terme. Comment, parce que c'est quand même violent, hein, même si ça a duré 7 ans. En 7 ans de passer de 0 à 200, je suppose qu'il y a quand même pas mal de paliers. Toi, en plus, qui de base, t'étais quand même le freelance en jogging dans son appart. C'est ça, ouais. Comment tu l'as vécu ça, toi, cette évolution, et comment en fait t'as appris ton boulot de manager, et en fait plus que ton boulot de manager, ton boulot de CEO d'une belle agence, d'une grosse agence, d'une immense agence et d'une agence qui scale et d'une agence qui va devenir internationale. Moi, j'ai une règle de base depuis le début, c'est que je dois mettre toute mon énergie dans le fait de recruter des gens qui sont meilleurs que moi sur les choses que je fais. Depuis le day one, c'est comme ça. Au début, c'est moi qui faisais les audits SEO, qui gérais les clients. J'ai recruté quelqu'un, je l'ai formé. Je faisais le sales. Ensuite, j'ai donné le sales. Donc, j'ai vraiment cette politique de recruter des gens meilleurs que moi à chaque fonction avec des head-off. Et c'est comme ça que je me suis développé. Donc, de la même manière de se remettre en question pour évoluer. Voilà, c'est comme ça que j'ai construit ma boîte. Trouver des talents et avoir cette humilité permanente de prôner la meilleure idée. J'ai eu dans mon organisation à l'époque des gens qui avaient beaucoup d'ego et ils ont toujours mal vécu le fait que je donnais la parole à la bonne idée. C'est-à-dire que si tu avais vraiment un stagiaire qui avait une meilleure idée que le numéro 2 de la boîte, je bypassais le numéro 2 de la boîte pour la meilleure idée. Donc les gens qui ont eu beaucoup d'ego sont toujours souvent partis de la société assez vite, du coup parce qu'ils se retrouvaient pas dans cette organisation. Par contre, la boîte a toujours été drivée par les meilleures idées selon moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même avec mon directeur général, le numéro 2 du groupe, on se clash souvent, mais dans le bon sens du terme, en rigolant, parce qu'on se dit les choses, on a une relation très saine, on se clash jusqu'à ce qu'il y ait la bonne idée. Et moi, j'adore avoir tort, tu vois. Si à la fin d'un argumentaire, je trouve qu'il a raison, je lui dis ouais, t'as raison, et on passe très vite à autre chose. Je vis pas mal le fait d'avoir tort. Et t'as donné beaucoup de part à des gens de ta boîte, à tes C-level, je suppose qu'aujourd'hui, en fait, toi, ton management direct, c'est quoi? C'est 5 ou 6 personnes, peut-être? Alors, dans le groupe, on se rend pas compte, mais Eskimos Group, c'est à peu près 9 filiales aujourd'hui dans le groupe. Ah oui, ok. Donc, dans chaque des étapes, là. Voilà, dans chaque filiale, il y a un directeur, un managing director, quoi, un directeur général. Donc, moi, je suis essentiellement en lien avec mon directeur général, Tom, qui est d'ailleurs le premier stagiaire d'Eskimos. C'est ça, je crois que j'ai vu ton post là-dessus. Ouais, c'est un de mes postes qui a le mieux marché, celui-ci. Ouais. C'est le premier stagiaire de la société. Aujourd'hui, c'est lui qui gère les rachats à l'international et qui gère toute la boîte. C'est le DG Group, en fait. C'est le DG Group. Voilà, groupe. c'est le numéro 2 du groupe, mais il gère effectivement tous les directeurs des filiales. Donc c'est vraiment le directeur général groupe et mon CFO. C'est les deux principales personnes que j'ai. Puis après on a un managing director par filiale. Et que tu manages directement, genre est-ce que tu as des routines avec eux, des one-to-one, des points OKR, des choses comme ça avec eux ou non, c'est plutôt des points mensuels ou trimestriels? Alors nous on fait ce qu'on appelle des CS, des comités stratégiques tous les mois avec nos filiales. Okay. Donc c'est une fois par mois un comité stratégique avec un PNL mensuel pour toutes les sociétés. Donc là chaque DG de filiale fait un reporting. Plus toi, je suppose ton DG, ton CFO, et puis c'est tout. Exactement, voilà, c'est ça. On fait un reporting et voilà. CFO, hein, pour ceux qui l'ont pas, c'est le, on peut appeler ça aussi un DAF. C'est ça. À la française, c'est le directeur financier. C'est le directeur financier du groupe, effectivement. Ok, donc ça, c'est intéressant. Alors justement, t'as parlé justement qu'il y avait des filiales. Donc ça, c'est peut-être une étape que j'ai loupée. En fait, à quel moment t'es passé d'agence à groupe? Donc en fait, à quel moment tu t'es mis en fait à avoir plusieurs boîtes en fait de manière horizontale? En fait, en 2019, quand j'ai fait le LBE et que j'ai pas décidé de revendre ma boîte 30 millions d'euros à 29 ans, je me suis dit bon bah maintenant que j'ai voulu rester là, va falloir que je trouve des nouveaux challenges. Et donc j'avais 2 challenges. Le premier challenge, c'était de faire du M&A, donc de monter en compétence sur comment racheter des sociétés. Et le deuxième, c'était de faire de l'international. Ça a été mes 2 challenges et donc du coup je me suis mis à accélérer sur ces 2 sujets-là. Donc screener des boîtes en France et à l'international et racheter des boîtes. En 2 ans, on en a racheté à peu près 4. Autofinancés, 100% autofinancés. Donc à chaque fois, c'est quoi? C'est 4 concurrents? 4 agences SEO? Il y a eu plutôt des verticales que vous ne Il y maîtrisiez pas. a eu plein de choses, mais c'était surtout de l'international. Ok.
Et là, pour te donner un ordre d'idée, on est sur 4 projets de rachat en ce moment en simultané. Donc on est assez dynamique sur les croissances externes, ce qui est assez rare, voilà, d'être autant dynamique, on va dire. On a beaucoup de dossiers et on est capable d'en faire plusieurs en même temps. Et c'est quel type de boîte là que vous voulez racheter? C'est en France là maintenant, les 4 là? Alors, il y en a 2 à l'étranger, il y en a 2 en France. Et c'est quel type de boîte? Alors en France, c'est pour avoir plus de services différents. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 4 pôles. Le premier, c'est SEO. Le deuxième, c'est content marketing. Donc, des articles de blog, des vidéos, des livres blancs, des infographies, de la vidéo, ce genre de choses. Traduire ton site dans 30 langues. Le troisième pôle, c'est un pôle paid. Donc, on va faire tout ce qui est Google Ads, donc la publicité sur Google. Donc, tu fais du SIA. Okay. On fait du SIA, tout ce qui est social ads. On fait de la pub, par exemple, sur TikTok, Snapchat, de l'UGC, pub sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et un quatrième pôle qui est un pôle de tracking et data. En fait, c'est un pôle qui va nous permettre de mesurer la performance des 3 premiers et de faire des reporting complets pour dire à nos clients voilà où sont les ROI, voilà où il faut investir, et de faire ce que moi j'appelle de l'arbitrage, c'est-à-dire sur un budget donné, comment l'utiliser au mieux pour avoir le meilleur ROI. Donc tu as SEO, SIA, Créa, Data, si je vulgarise. Exactement. Ouais, okay. C'est exactement ça. Sachant qu'aujourd'hui, on s'intéresse à d'autres sujets. On s'intéresse, par exemple, à Amazon, un petit peu. Les ads qu'il y a sur Amazon? Les ads et l'organique, les deux. Et on s'intéresse aussi à tout ce qui va être CRM. Comment intégrer Salesforce ou HubSpot pour traquer les leads sur ton site internet. Okay. Et donc l'idée c'est de devenir un one-stop shop du digital. C'est-à-dire que tu viens chez nous, tu as le label Eskimo, donc tu as la rigueur de nos process et de nos consultants et de nos outils. Et on te permet de scaler ta strate d'acquisition dans le monde entier sur tous les leviers. Tu veux devenir une suite en fait. Exactement, une suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui on développe aussi beaucoup d'outils maison qui nous permet aussi de beaucoup de nous différencier de nos concurrents. Aujourd'hui, on a plus de 10 outils. On a un CTO, des data scientists, on a des outils d'IA, de machine learning, on a des choses très poussées qui nous permettent de maîtriser mieux que les autres les algorithmes des plateformes sur lesquelles on travaille pour avoir des performances qui sont bien meilleures. Ok. T'es apprécié toi sur ce marché ou du coup sur le marché du SEO t'es un peu l'homme à abattre qui prend tout? Sur le SEO, je suis l'homme à abattre qui prend tout, et parce que on est en France, il faut savoir que quel que soit le secteur, hein, c'est pas que le SEO. Quand tu viens avec tes grands sabots et que tu communiques un petit peu à l'américaine, t'es tout de suite mal vu. En fait, je pense que on en a parlé dans ce même studio justement avec Alec Henry, qui me disait c'est dingue en France dès que tu prends la parole t'es mal vu, et je lui disais mais en fait si tu regardes bien c'est génial, c'est un énorme boulevard, c'est une énorme opportunité vu que personne veut prendre la parole sur leur industrie. Si toi tu le fais, tu peux te démarquer assez vite. Mais c'est vrai que le SEO c'était un métier un peu de freelance où il y avait pas forcément de structure professionnelle qui s'était organisée autour de ce métier-là. Chacun avait ses secrets en fait. Chacun avait ses secrets, c'était un peu la black box, donc tu avais pas mal de freelance qui étaient un peu opaques, tu vois, qui vendaient des stratégies mais sans dire ce qu'ils faisaient, en disant juste voilà où t'es positionné. Donc nous on est arrivé avec du marketing, avec beaucoup de communication. Donc ça a dérangé, je pense, parce que d'une part on a pris des parts de marché, et puis de toute manière quand t'as un concurrent qui prend plus de place que toi, ça fait toujours chier, je pense. Ok. Et ça, toi, on va dire la concurrence, alors déjà, je vais te demander, est-ce que toi c'est quelque chose qui te gêne? Est-ce que, enfin, il y a des coups de pute, il y a des choses comme ça, il y a des choses un petit peu vénères qui se passent, ou non, c'est assez classique et ça va, la concurrence c'est de l'eau et c'est comme ça partout? Il y a de tout. Il y a je dirais qu'il y a de tout. Mais il y a par exemple une ancienne génération, celle qui était avant la mienne, qui sont là depuis plus longtemps, qui ont le côté un peu vieille école, donc aiment pas le côté le jeune qui arrive, donc toi t'as quel âge? Qui essaie de tirer un peu dans les pattes. J'ai 34 ans là. Je suis 89. Je suis 88. Je suis en fin d'année, ouais, 26 décembre. Ok. Donc voilà, ouais, il y a cette vieille génération qui est un peu dérangée. Voilà, et puis tous ceux à qui on prend un petit peu des parts de marché. C'est ça l'exemple que je cherchais. En fait, tu sais, on était premier sur Agence SEO, on était premier sur tous nos mots-clés.
il y a un concurrent qui a pas apprécié, qui nous a fait une attaque de negative SEO. Le negative SEO, ça consiste en fait à, par exemple, c'est une des techniques parmi des milliers, d'envoyer plein de mauvais liens vers ton site internet pour le faire tomber. En fait, il essayait de faire tomber le ranking de notre site internet pour dire, regardez, il triche. Donc, il a envoyé des milliers de mauvais liens pour ensuite dire à Google, regardez, ce site il triche, il faut l'enlever des résultats de Google. Donc il y a des gens qui ont essayé de nous faire tomber parce qu'en fait, c'était dans notre argumentaire, c'était vraiment très fort d'être premier sur Google. Même aujourd'hui, les gens continuent de nous faire confiance parce que quand même le marché est ultra concurrentiel et on est premier depuis plus de 5 ans. Donc j'ai un petit peu tout eu, mais c'est le jeu. J'ai un avocat qui m'a dit un jour, plus t'as de contentieux, plus ça veut dire que ta boîte réussit. Et du pense coup, que c'est vrai. plus son compte en banque à lui est fourni. Et plus son compte en banque à lui est fourni. Mais c'est vrai que c'est comme mon expert comptable qui me disait toujours, plus tu payes d'impôts, plus ça fonctionne, tu vois. Oui, ça... Mais c'est des classiques, mais forcément quand tu marches bien, tu crées des ennemis. Toi, C'est ça- inévitable. Et toi, ça t'a jamais perturbé, quoi. Ça me perturbe pas, même au contraire, j'ai envie de te dire, quand tu regardes bien, quand tu t'y connais un petit peu en marketing, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui en marketing d'influence, c'est le clash. On l'a Pas vu. de clash, c'est assez lisse, hein, LinkedIn, quand même. Je suis d'accord, c'est assez lisse, mais le clash, c'est ce qui marche le mieux en marketing. Il suffisait de voir à un moment donné Booba et Karis, qui étaient les deux dans le rap français qui vendaient le mieux. Il était toujours le numéro 1, le numéro 2, parce qu'ils alimentaient ce clash infini qui faisait qu'ils avaient énormément de visibilité. Mais non, c'est pas quelque chose que je vis mal. Moi, en fait, je trace ma route. Il y a une photo que j'adore. C'est deux nageurs qui sont l'un à côté de l'autre. Il y a un mec qui nage qui est en train de regarder celui d'à côté et il y a écrit loser au-dessus de sa tête. Et il y a celui qui nage qui regarde tout droit où il y a écrit winner. Et moi, j'aime bien cette métaphore dans le sens où je pense que c'est important de rester fidèle à tes valeurs, à tes convictions et de nager droit, de regarder tout droit et de pas regarder à côté. Ok. Revenons un petit peu sur du coup ces 2 épisodes du coup qui arrivent coup sur coup. Alors tu vas me rappeler les dates. Cette date où tu as failli te faire racheter, donc 30 M, quand même 30 millions. Et du coup, finalement, tu refuses, mais tu fais quelques mois ou quelques années plus tard, du coup, un LBO. Comme on disait, c'est un fonds qui prend des parts de ta boîte et du coup, qui te permet de faire du cash out. C'est quoi, c'est 2019 et... En fait, 2019, j'ai refusé cette somme-là et j'ai fait le LBO la même année, en fait. Ok, tout s'est passé dans la... Voilà. dans la En fait, foulée. j'étais dans un process M&A et donc mon dossier était à la fois sur des tables d'industriels pour acheter et à la fois sur des tables de fonds d'investissement pour faire un LBO. Ok, Donc j'ai un petit peu tout regardé à ce donc moment-là. quand tu refuses... En fait, pour que les gens comprennent, c'est que est-ce que tu refuses, genre c'est couillu de ouf d'avoir refusé 30 millions à ce moment-là, ou est-ce que quand même dans ta tête tu savais que tu allais pouvoir faire ce cash out juste après? Non, C'est une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. C'est un peu les deux en réalité. En réalité, c'est un peu les deux parce que je pense que il y a plein de gens là, par exemple, qui nous écoutent ou qu'on peut croiser, qui se dit 30 millions, c'est déjà la réussite d'une vie, donc tu peux t'arrêter là. Non, le but c'est pas de s'arrêter encore une fois, hein, c'est juste d'être pour une bonne fois pour toutes libre financièrement et tu te poses plus de questions. C'est te Tu te poses plus de sécuriser. questions personnelles et puis professionnelles. Enfin, tu vois, donc toi peut-être que du coup t'en es plus là, mais moi je sais que j'aime, c'est Mathieu Stéphanie qui dit toujours ça. Enfin, j'ai même entendu une fois Thibaut Elzière le dire. Moi, non, n'en parlons pas. C'est en fait, j'ai 1 million de projets, mais j'ai plein de projets que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas les liquidités dispo à un instant T. Tu vois. Exactement. Donc c'est pour ça que des fois quand en fait, c'est pour ça que je veux quand même qu'on remette les choses dans leur c'est contexte. intéressant. Refuser une telle somme, y a plein de gens qui disent ah bah franchement c'est limite vulgaire de dire ça et de pas les prendre parce que en fait qui refuserait d'être libre une bonne fois pour toutes en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qui est bien, c'est que d'une certaine manière, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser, dans le sens où vu que j'ai commencé de zéro, Oui. je dois rien à personne, quoi, tu vois. Ça, Je dois rien à personne, mais c'est vrai que oui, ça peut être mal vu pour des gens qui ont une rémunération modeste, se dire pourquoi ils refusent ça, mais en même temps, ça prouve bien que je cours pas après un chèque et que vraiment je cours après la passion de mon projet. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est couillu dans le sens où ça permettait de me dérisquer pour toujours, mais ça l'est pas complètement dans le sens où le LBO te permet quand même de faire un cash out intéressant qui te permet de respirer d'une certaine manière. Il faut savoir que moi, j'avais 99,9% de ma fortune dans ma boîte à ce moment-là et 0,1% en perso. Donc, en faisant le LBO, je me suis quand même dérisqué dans le sens où j'ai pris un petit peu de cash out. C'est des chiffres que tu peux donner ou c'est au moins des ordres de grandeur ou tu peux pas trop. Non, je communique pas trop dessus, mais 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 si les gens confortable. calculent bien
bon, ça va être compliqué à calculer. Je pense que j'ai levé de la dette en même temps. Ouais. Et ça, les gens peuvent pas savoir combien j'ai levé de dette. Mais par contre, voilà, 25% de ma boîte et de la dette à côté. Ok. Donc à ce moment-là, donc là tu fais ça. Donc là pareil, toi niveau personnel, là tu rentres pareil aussi dans peut-être aussi dans une autre dimension. Parce que c'est peut-être à cette période, peut-être que tu avais commencé avant, que tu commences à investir aussi. Parce que je sais que tu es business angel à tes heures perdues. Ouais. Je crois qu'on a 1 ou 2 dossiers où on est ensemble. C'est d'ailleurs. possible. Moi, je dis toujours, je suis un très bon entrepreneur, mais un très mauvais investisseur. Parce que quand j'investis, je me fais séduire assez vite sur des decks, sur des gens. Enfin, j'ai de l'empathie. Puis je suis entrepreneur, donc quand je vois d'autres entrepreneurs, j'ai envie d'y croire toujours. Alors, je suis quand même gagnant sur quand même bien gagnant sur mes investissements, mais T'as investi depuis quand? Pardon? J'investis depuis 2019 à peu près, depuis que j'ai fait mon cash là, out. Là, t'es sur à peu près ton portefeuille, on est à peu près sur combien de boîtes là? Là, je dois en avoir une trentaine, je pense. Ah ouais, ça devient un portefeuille assez intéressant. Ouais, ça devient intéressant. C'est-à-dire que potentiellement, sur les 30, t'en as au moins 2 qui peuvent être bangers, quoi. En gros, c'est ça. En fait, même pour aller plus loin, j'en ai une qui réussit versus toutes les restes, quoi, d'une certaine presque. Enfin, tu peux donner le nom ou pas? Je peux pas donner le nom, mais après, il suffit qu'on aille peut-être sur ton LinkedIn et non, parce qu'elle est pas forcément dessus, mais en gros, en fait, si tu prends tous mes investissements réunis sur les 30, admettons par exemple j'ai dépensé 100. Il y en a une qui me permet d'avoir x15 sur cet investissement global. 1,5 million? Oui, je te donne des ordres de grandeur là. Ouais. Donc j'en ai une en gros qui a plus performé que mes 29 qui sont middle, quoi. Je sais pas, on verra, mais ouais. Ok. Parce qu'il y a souvent des gens qui donnent la stat de 1 sur 10. Et en fait, moi, je crois que ça peut être 1 sur 30, 1 sur 40, tu vois. Ouais, moi en tête, j'ai 1 sur 15. Ok, tu vois, moi j'en suis à 15, donc du coup je suis pas humble là, tu vois. Ouais. Et dans un sens, pour l'instant j'ai plus de cash. Donc, en fait, pourquoi je dis que l'investissement c'est pas que ça m'a dégoûté ou j'ai été un peu déçu, mais je me suis chauffé au début où j'ai mis des gros tickets. J'ai mis des tickets pour te donner un ordre d'exemple. Enfin, je sais pas si celui dans lequel j'ai investi nous écoutera ou pas, mais j'ai pris un café avec un gars que j'adore d'ailleurs toujours aujourd'hui, il y a aucun souci. Dans lequel le café a duré 1 heure, il y avait même pas de BP, on a juste parlé, j'ai investi 200 000 à la fin de ce café-là. My God. Que j'ai perdu 1 an après parce que la société a fait faillite. Et je me suis dit putain, je suis con à être fougueux comme ça. Mais en même temps, c'est cette fougue-là qui m'a permis à un autre moment où j'ai mis all-in dans une autre boîte de faire cette grosse réussite. Donc en fait, je suis pas linéaire, moi. C'est pas genre je mets 30 tickets de 20K. Je peux mettre des tickets de 10K comme je peux mettre un ticket de 500K. Ok. Donc je suis fougueux, mais en même temps, ça me réussit bien pour l'instant. Mais quand tu mets un ticket de 200K comme ça que tu perds 1 an après, t'as un peu les boules, quoi. Ouais, tu passes pas une bonne journée le jour où tu vois que c'est liquidé, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est vrai que c'est fou la part justement de ces boîtes dans lesquelles on met et qui paraissent ouf et qu'en fait, tu sais, tu dis, enfin, font les plombs, mais dans 3 ou 4 ans, il y en a en fait, ils font des plombs, mais genre l'année d'après, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout cramé en 1 an et puis c'est fini, quoi. Et puis le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas d'apprentissage. Ouais. Alors moi, j'essaie d'apprendre, mais d'ailleurs, j'ai rencontré un petit peu tous les BA français et le même truc qui ressort tout le temps, c'est de mettre toujours le même ticket dans le plus de boîtes possible. C'est le seul truc qui revient systématiquement. Et d'avoir 2-3 tests qui reviennent. Tu vois, par exemple, moi, j'en ai une maintenant. Tu vois, c'est peut-être une connerie, mais comme j'ai pas à fond illimité, c'est de ne plus investir dans des gens qui sont first-time entrepreneurs. Ah ouais, je l'ai celle-là aussi, ouais. Tu augmentes quand même tes chances de manière drastique en fait en prenant quelqu'un qui a déjà fait. La vérité, pour tous les gens qui ont investi, tout le monde le sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de hasard. Tous les BA qui ont une certaine humilité, je pense, peuvent le dire. C'est très difficile de voir en avance ce qui va marcher. Et la règle, c'est plutôt de mettre le même ticket. Par exemple, si t'as 10 000, vaut mieux mettre 10 fois 1000 dans 10 boîtes que tenter un coup sur 10 000. Tes chances de réussite sont toujours 20. le même ticket. Exactement, ouais. Ça, c'est la règle. Après, ça dépend de la fortune que t'as aussi. Ouais. Mais en tout cas, l'investissement, ouais, c'est pas simple. C'est un exercice qui est difficile parce que on a beau dire qu'on apprend. Moi, j'ai investi dans 30 boîtes, franchement. J'essaie en tout cas d'être plus modéré, voilà, parce que j'avais un esprit un peu fougueux sur ça. J'essaie de me modérer un petit peu. Bah, moi, en fait, je me suis modéré parce que justement, j'ai eu pas mal, enfin, tu vois, j'ai eu deux, trois déceptions. Et puis, en fait, après, je me suis modéré aussi parce que j'ai plus de thunes, quoi. Bien sûr, non, mais justement, dans les fameux bureaux dont je te parlais, j'ai fait all-in là-dessus il y a 6 mois. Et tu vois, là, maintenant, il faut que je refasse
remettre les petits Lego les uns sur les autres. Mais du coup, en limite, ça me fait du bien. Parce qu'en plus, et ça me fait aussi gagner un temps fou. En fait, il y a une période, franchement, je devais faire au moins 2 calls par semaine. Alors, les gens vont dire, ouais, ça va, c'est 1 heure. Mais toujours, moi, tu sais, les visios, c'est toujours un truc qui t'arrête dans un truc. sûr. Et puis après, te remettre, tu sais, parce que moi, pendant une demi-heure, j'essaye d'être hyper intense, de poser beaucoup de questions, de m'intéresser. Et en fait, quand t'en fais 2, 3, 4 dans la semaine, bah, tu vois, c'est quand même de la charge mentale, quoi. Après t'es relancé, enfin, tu vois, c'est chiant quand même. Moi, par rapport à ce sujet de temps, en fait, concrètement, à un moment donné, j'avais pas le temps. Donc, j'ai fait pas mal de dossiers sans call, juste sur le mail de deck, en disant OK pour temps, tu vois. Ou alors, moi, ça, je l'ai fait quand je disais qui va. Il me disait un tel. Bah, d'ailleurs, on en a un en commun comme ça. On va pas donner le nom parce qu'en plus, je crois qu'en ce moment, ça va pas hyper bien. Ok, d'accord. Mais, et on m'a dit, il y a Andrea qui est dessus. Je fais, Andrea, qu'est-ce que t'en penses et tout? Trop bien, machin et tout. Ouais, vas-y, je fais un call de 1 quart d'heure avec le mec. Et en effet, pendant un quart d'heure, le mec, il m'a séduit. En fait, c'est un peu comme, je sais pas, t'es gosse. Et d'un coup, les gens disent, tiens, vas-y, on va se balader dans la forêt, il fait noir. Franchement, t'es pas yimbe. Mais là, t'as ton meilleur copain qui dit, c'est bon, moi, j'y vais. Bon, ok, je viens avec toi parce que t'y vas. Moi, je suis et comme là, toi. Ça fait moins peur d'un coup. Moi, je suis comme toi, je demande la table de capitalisation qui rentre dans le tour, ça m'intéresse toujours, surtout quand il y a un expert métier dessus, tu vois. Et c'est pour ça que tu vois qu'aux États-Unis, par exemple, il y a Angel List, tu vois, qui fait ça, où en mode, tu vois un peu le principe. C'est, par exemple, toi, Andrea, tu peux avoir ta propre liste, et en fait, les gens ils s'abonnent à ta liste, et toi, en fait, tu dis, moi, je vais sur ce dossier, je mets tant. Pour ma liste, il y a une poche de temps qui est prise, et puis tous les gens qui te suivent, en fait, ils regardent le deck, mais en fait, à 50% dans leur tête, ils disent, moi, je suis, t'es en fait comme un business angel influenceur, quoi. Ils disent, moi, je fais confiance à Andrea, je connais son portefeuille, je connais ses résultats, je fais confiance à son, à son instinct, à son flair là-dessus. Et en fait, les gens qui ont pas accès à certains decks, en fait, ont accès par rapport à toi. Et ça, tu vois, c'est con, ça existe pas trop en France. Il y a c'est dommage que Roundtable qui est en train de le mettre un peu en place. Ouais, ça j'ai vu ça passer. Je trouve ça intéressant. Après, pour revenir sur ce sujet-là, moi, mon gros souci que j'ai eu, clairement, ça je le dis, c'est que moi, je suis un entrepreneur avant d'être un investisseur. Et en fait, le gros problème, c'est que je me suis retrouvé dans beaucoup de boards. En fait, j'ai eu 2 problèmes. J'étais dans des boards où il y avait que des gens financiers et investisseurs qui pensaient que à la valo et au développement. J'ai eu des entrepreneurs qui, je trouve, étaient un peu trop fragiles entre guillemets, parce que moi, quand j'ai développé ma boîte, j'y suis allé en mode charbon, je me payais pas cher. Enfin, j'y allais un peu à la dure. Et il y a dans plein de boards, il y a plein de gens qui se reconnaîtront, qui me connaissent. J'étais toujours l'ovni où je disais non mais t'as plus de cash, tu te payes plus, par exemple. Et en fait, tout le monde me regardait, mais ça va pas, genre, en fait, limite, j'avais plus ma place dans les boards, tu vois. Et ça m'est arrivé plein de fois de le faire parce que j'ai un franc-parler. Et même, en fait, il y a des entrepreneurs, j'avais plus forcément envie de les suivre parce que j'ai vu dans leurs yeux ce que ça représentait pour eux quand je disais, par exemple, t'as plus de cash, tu te payes plus. Qui me semble être, moi, la base. En fait, si t'es entrepreneur, t'es pas salarié. Donc, s'il y a plus de cash, tu te payes. C'est ça qui est, en fait, aussi, qui est un peu chiant, là, avec tous ces jeunes qui, en fait, lèvent de l'argent, du coup, tout de suite. C'est que, par exemple, c'est vrai que moi, c'est con, mais en fait, mais je trouve que en fait c'est une question de principe. En fait, au début, si ta boîte elle sort pas de cash, tu te payes pas, quoi. En fait. Non, mais après il y a des règles de base. Il y a des règles de base. Par exemple, t'as un salarié, combien il te rapporte? Est-ce que le salarié dont tu parles te rapporte plus que ce qu'il te coûte? Des questions toutes bêtes, tu vois. Ouais. Non, en fait, il me coûte 2 fois plus cher que ce qu'il me rapporte. Tu penses pas qu'il y a un problème? Non, mais j'en ai besoin pour ça ou ça. Tes bureaux te coûtent super cher. Il te reste 6 mois de trésor. Pourquoi vous êtes que 3? Pourquoi vous continuez pas en coworking ou en télétravail le temps? Non, mais c'est important pour l'esprit d'équipe. 1000 trucs comme ça. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a fait péter un câble. Ils se fantasment, en fait, la start-up et la vie et l'entrepreneuriat. La réalité. Et donc, en fait, ils sont en train d'exécuter un fantasme plutôt que d'exécuter, en fait, un plan, quoi. Et c'est ça, en fait, qui, moi, me gêne. Et d'ailleurs, tu vois, ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'investis plus, pas que dans des jeunes ou quoi, mais dans des gens qui sont first-time entrepreneurs. Au moins, ça, c'est dans l'équipe, il y en a un qui est déjà fait. Tu vois, par exemple, demain, tu revends Eskimos et tu te relances dans un nouveau projet. Et là, tu vas chercher, je sais pas, une nana de Polytechnique ou une nana d'HEC ou un mec qui a fait Centrale ou ce que tu veux. Et pour s'associer avec toi et vous monter un nouveau business à 3. Bon, certes, les deux, ils sont jeunes. Mais en fait, le fait qu'on sache qu'il y a Andrea derrière, 35 piges, qui a monté une agence à 30, 40, 50 millions, qu'il a revendu X, machin et tout, c'est rassurant parce que tu dis, ok,
déjà en fait il va être opérationnel, il va les mentorer, il va justement toutes les conneries là qu'on a un peu énumérées, il y en a plein. Bah du coup je sais que eux ils les feront pas quoi. Alors, voilà. En fait c'est une question de mindset aussi en vrai, parce que je suis d'accord avec toi quand même. Moi je le dis toujours, je regarde si les gens ont pas planté une première boîte avant. J'adore ce truc là. Je vais même aller plus loin. S'ils en ont planté une en fait, limite. Pardon? Limite s'ils en ont planté une avant, s'ils arrivent à bien me l'expliquer, que j'arrive à bien comprendre. Comme ça peut des fois être rassurant. Ah mais moi je vais aller plus loin en fait. Moi j'adore quelqu'un qui a planté une boîte, qui s'est cassé les dents pendant 3-4 ans sur son projet jusqu'à mourir, parce que il a vraiment tout vécu et tu te dis c'est bon. Après j'ai déjà vu des gens qui avaient déjà lancé 2 boîtes et qui avaient toujours pas le mindset à la 3e. Il y a un autre truc aussi, moi quand j'investis maintenant chez quelqu'un, j'aime bien me dire que si j'étais concurrent à cette personne-là, j'aimerais pas être son concurrent. En gros, il y a ce côté un peu, c'est un guerrier, il fait peur quoi. Genre, j'ai pas envie d'être son concurrent, il a trop la dalle. Ce mec-là, il est chaud, tu vois. Et ça a été mon plus gros problème. Déjà parce que je me sentais pas à ma place dans les boards avec d'autres investisseurs qui comprenaient pas mes réflexions. Et en fait, au-delà de qui comprenaient pas, c'est que je disais un truc et mon idée n'était jamais valorisée. Donc, d'une certaine manière, je me sentais dévalorisé dans ces endroits-là. Donc, le but dans la vie, c'est d'être dans des endroits où t'es valorisé. Donc, quand j'arrivais dans des boards et que tout le monde disait ouais, lui il va encore nous faire chier avec ses trucs, faut être un guerrier et tout. En fait, très vite, j'allais plus trop aux bornes. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs, par exemple, que au début j'appelais, que j'ai arrêté d'appeler aussi. Je laisse développer leur boîte, je m'en fous, j'ai pris mes parts, mais en fait, je trouve que les gens qui lèvent des fonds oublient le respect qu'ils doivent avoir aussi envers les investisseurs. Un investisseur, c'est quelqu'un qui croit en toi, qui met de l'argent, et souvent les gens oublient que cet argent-là, la personne, elle l'a gagné avant. C'est pas j'ai hérité de 100 000 euros, je les mets chez toi. C'est j'ai charbonné, j'ai pas pris de vacances pendant 1 an, j'ai été dans la difficulté, ça a été chaud, j'ai gagné 100 000 euros. Pour gagner 100 000 euros, j'ai dû faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. C'était une difficulté énorme. Je les ai mis chez toi, t'as la responsabilité quand même de m'écouter un minimum après, quoi. Parce que si tu t'en as rien à foutre de ce que je te dis, fallait me le dire avant et j'aurais peut-être pas mis mes 100 000. Donc, puis moi, c'est aussi dans mon éducation. Tu respectes ceux qui croient en toi, parce que quand personne croit en toi et que quelqu'un ose mettre de l'argent chez toi, t'as une responsabilité. Donc, c'est un gros sujet. Tout comme tu sais la fameuse newsletter investisseur, tu sais qu'en fait qu'il y a un minimum, tu vois, de recevoir. T'as mis des ronds, de recevoir une fois par mois. Franchement, prends le temps. Mais grave. En fait, c'est tout. En fait, c'est la base. En fait, tu vois, par exemple, moi, je suis quand même un mec qui dans mes business, je suis souvent ultra bootstrap. Donc, c'est-à-dire que, et je suis très content, du coup, de pas avoir de compte à rendre à des investisseurs, etc. Mais demain, si j'ai besoin d'argent, bah, en fait, à un moment donné, il faut pas être ingrat, quoi. Les gens, ils ont filé de l'oseille, c'est leur oseille perso. En fait, la moindre des choses, c'est de les tenir au courant. Tu vois, moi, des fois, il y a des boîtes. Ça, je te dis, j'étais un peu déçu. Je dis, putain, mais des fois, si tu demandes pas des nouvelles, tu sais pas ce qu'ils font, quoi. Je suis entièrement d'accord, mais en fait, c'est parce que le bootstrapper, en fait, il développe une sensibilité sur ces sujets-là. Parce que le bootstrapper, d'une certaine manière, il a la notion de ce qu'est 1 euro. Parce que il sait que si il les gagne pas ou s'il marge pas, il peut pas payer ses collaborateurs, il fait faillite. Donc ça crée le bootstrapper, en fait, il finit par créer un mindset que celui qui n'a jamais développé une boîte bootstrap peut-être ne connaît pas ou ne connaîtra jamais. Et c'est pour ça que je pense qu'on est assez aligné aujourd'hui, parce que ce soit toi ou moi, si demain tu vois je levais des fonds pour un projet, j'aurais un respect énorme pour ceux qui croient en moi, même si j'ai l'argent à côté. Là par exemple j'ai un fonds d'investissement qui a investi dans Eskimos, même si parfois la relation a pu être tendue ou quoi, j'aurais toujours un respect envers eux, même si j'avais d'autres investisseurs, etc. Au final c'est eux qui y sont allés. Mais bref, en tout cas moi pour l'investissement en startup, les boards qui sont remplis d'investisseurs qui ont plus de 50 balais, qui s'amusent et en fait qui veulent parler juste du projet, qui regardent pas trop les éléments financiers finalement à la fin, ce qui c'est un peu bizarre. Qui veulent prendre des parts de marché, qui veulent vite de la croissance pour vite refaire une levée de fonds pour plus valoriser, ça me gêne. Et puis les entrepreneurs qui, quand tu leur dis il y a plus de cash, faut que tu prennes des décisions, qui veulent pas les prendre, ça pour moi c'est insupportable. Ouais. Non, je devrais même poser la question au début. Maintenant, je devrais faire ça avant d'investir chez quelqu'un. Je devrais faire un cas pratique moi-même où je dis il reste 6 mois de trésor. Qu'est-ce que tu fais pour voir la mentale des gens que j'ai en face, voir s'ils sont capables, par exemple,
allez, on va peut-être pas dire le salaire, mais peut-être d'enlever le bureau. Et ce qui est marrant, c'est que sur la notion de salaire, ça me fait penser. Je pense que les médias ont beaucoup contribué à ça, et aussi certains VC. Il y a des VC à l'époque qui disaient ah non, mais un entrepreneur, il a besoin de se payer pour tenir dans la durée, etc. Mais moi, je vais aller plus loin. Un guerrier, en fait, il peut ne pas se payer et tenir plus longtemps que celui qui se paye, tu vois. C'est une question de mindset. Ouais. Non, mais écoute, c'est ça que on a un petit peu divagué là du coup sur ce sujet, mais qui est en fait c'est un sujet passionnant, c'est ça qui est hyper intéressant. Et toi, donc aujourd'hui, donc là, on en a parlé. Là, il y a eu cet épisode justement où t'as failli être racheté, et du coup, dans le même temps, la même année, du coup, tu fais ce fameux LBO. Aujourd'hui, du coup, alors pareil, sans donner, j'ai l'impression que les chiffres sont pas publics là-dessus. Aujourd'hui, toi, dans la table de capitalisation, t'es quand même encore majoritaire. Ouais, je suis très majoritaire même. Ouais. Et pour te donner quelques chiffres quand même, parce que c'est le but quand on vient ici de donner un peu des éléments pour les gens. En 2021, on a fait 10 millions d'ARR. En 2022, on a fait 20 millions d'ARR. Expliquons. Ouais, ARR, c'est Recurring Revenue, donc Annual Recurring Revenue, pardon, c'est-à-dire c'est du revenu récurrent annuel. Donc par exemple, je te dis une bêtise, mais si tu fais 24 millions d'ARR, ça veut dire que tu fais 2 millions d'MRR, ça veut dire 2 millions de revenus récurrents, c'est-à-dire que c'est des revenus qui reviennent tous les mois. Ouais, à la différence de repeat, où repeat revenu, c'est quelqu'un qui achète et qui va re-racheter l'année d'après. Moi, c'est vraiment tous les mois le revenu. Donc, en 2021, 10 millions d'euros d'ARR. En 2022, 20 millions d'ARR, et cette année, 30. C'est l'objectif en tout cas. On a la volonté de valoriser Eskimos plus d'1 milliard d'euros. Donc pour valoriser Eskimos plus d'1 milliard d'euros, il faut faire 150 millions d'ARR. C'est l'objectif qu'on a, donc on doit faire x5. T'as encore du boulot. On a encore du boulot, mais on est en bonne route parce qu'après c'est exponentiel. Tu vois, là on prend 10 millions d'euros d'ARR par an, ce qui est déjà énorme. Je pense que tu verras peu de gens faire ça. Ah non, tu vois, ça n'existe pas, je pense. Et on est capable, je pense, avec tous les projets qu'on a, de développer. Notre stratégie, en fait, elle est intéressante parce que quand t'as qu'une entité, c'est super dur de gagner 10 millions par an. Par contre, si t'as 10 entités, tu dois gagner que 1 million de revenus en plus par entité. Si t'en as 20, tu dois augmenter de 500 000 par entité par an. Donc l'avantage d'avoir plein d'entités, c'est que ça dérisque le groupe et ça permet de grandir plus vite. Donc après, très vite, tu peux prendre par exemple des 20-30 millions par an. Donc voilà, l'objectif, c'est de valoriser la boîte plus d'1 milliard, totalement bootstrap, donc sans avoir jamais levé de fonds, en gardant la majorité du capital. Donc si tu alignes un petit peu toutes ces étoiles ou ces planètes, t'as encore du boulot pendant au moins 15 piges, quoi. Il y a encore du boulot, et en fait faut être un peu tête brûlée pour faire ça, parce que ça demande de réinvestir en permanence et de pas sortir pour moi. Et donc du coup de pas toucher peut-être des centaines de millions d'euros, mais de continuer ce goal. Et en fait ce goal, je le fais parce que j'ai vraiment envie de devenir le symbole du bootstrap en France et de montrer aussi aux jeunes que il y a pas que la levée de fonds. Et en fait faire une boîte de plus d'1 milliard, c'est possible, mais par contre ça prend du temps. Moi ça va peut-être me prendre entre 2010 où j'étais en freelance et quand j'y arrivais, peut-être 20 ans, tu vois. C'est 20 ans de travail. Si tu prends 2005, ça fera 15 ans. Mais moi, je me vois encore à la tête de mon groupe dans 30 ans, tu vois. Il faut savoir viser long terme. Et moi, je veux redonner aussi aux jeunes l'idée de penser long terme. Je trouve qu'on est dans une société de consommation, de levée de fonds. Tout le monde veut valoriser très vite sa boîte. Ça n'existe pas de faire un gros groupe où il te reste beaucoup d'equity en 3 ans. Ça n'existe pas. Combien de boîtes j'ai vu t'es valorisé 1 milliard mais t'as 0,2%, tu vois. Et en fait t'as des liquides prêts, donc en fait tu toucheras jamais rien, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Donc penser long terme, c'est pas grave que ça prenne du temps au début, avoir un modèle rentable et construire quelque chose de solide mais sur le long terme. Ok, très bien. Et toi, du coup, par rapport en fait aujourd'hui donc à ta place de CEO et du coup même de ton emploi du temps, en fait aujourd'hui, sans rentrer même dans le détail, mais en fait, à quoi ça ressemble une semaine d'Andreas et comment tu t'organises? Est-ce que c'est tout le temps un peu la même chose? C'est quand même, t'es assez quand même routinier ou c'est un peu freestyle? Je dis toujours, je suis organisé dans ma désorganisation, ce qui me permet de lancer plein de projets en même temps. On va dire que je vais assez vite, donc j'aime bien avoir beaucoup de projets, je suis créatif. Donc tu vois, cette année ça a été une grosse année. Là je vais sortir mon livre sur le SEO pour aider tous les gens qui n'ont pas forcément de budget mais qui voudraient se référencer par exemple sur je sais pas, tu ouvres un salon de naturopathie à Marseille, tu vas être promu sur Naturopathe Marseille, ou tu veux donner des cours d'anglais à Paris, tu vas être promu sur cours d'anglais à Paris. Donc un livre qui te permet d'optimiser ton site tout seul. C'est un bouquin technique, voilà, c'est un guide pratique. Voilà, non, c'est pas du tout une autobio, c'est plutôt un livre sur le SEO
pour t'aider à référencer ton site. On a lancé le NFT Eskimos qui a cartonné. On en a 1000, il y a déjà beaucoup d'échanges qui cartonnent. On est sur des process M&A. Et j'ai mon podcast aussi qui me prend pas mal de temps, Little Big Things. Donc pas mal de choses, beaucoup de café, beaucoup de rendez-vous. Voilà, donc à quoi ça ressemble, ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas il y a cette notion d'exécution. J'ai toujours, je pense, été quelqu'un qui travaille beaucoup et qui exécute bien. Ça veut dire que je peux travailler du matin tôt à tard le soir, et je travaille en continu. C'est-à-dire que je m'arrête jamais vraiment de travailler. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, je suis toujours en train de travailler. Ouais, ok. Et enfin, sans rentrer peut-être dans les détails, t'es quoi toi? T'es marié, t'as des enfants? Non, j'ai pas de mari, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, heureusement d'ailleurs avec mon rythme. Mais même si j'étais marié, j'avais d'enfants, je pense que je continuerais toujours un peu. C'est un flow continu pour moi. En fait, c'est devenu une partie intégrante de ma vie. Mon podcast, je le tourne dans mon salon. Il y a des projets sur lesquels des amis m'aident. Je dis toujours, il y a des gens, tu vois, qui sont passionnés de golf. Le dimanche, ils vont jouer au golf. Moi, je suis passionné de business. Le dimanche, j'aime bien parler business. Voilà, j'aime bien développer des projets. Chacun ses hobbies. Moi, c'est devenu une passion. Aimer d'autres choses en fait aussi. Je peux aimer d'autres choses aussi, mais ça reste mon hobby numéro 1. Par exemple, là, quand j'ai lancé mon NFT avec mon côté un peu geek et tout, le côté créatif, j'ai pris autant de plaisir, je pense, que quelqu'un qui irait faire son hobby le week-end, quoi. Ok. Hyper clair. Et du coup, en fait, dans tout ça, toi, c'est quoi ton rapport à l'argent? T'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais alors, étant donné que t'as fait un LBO, donc du coup avec le cash out qui va derrière, sachant que du coup, tu te mets sûrement en fait un revenu même depuis que t'es freelance, quoi, et c'est quelque chose qui a sûrement évolué à la hausse. Je sais pas ça en fait, j'ai l'impression que ce sujet de l'argent, des entrepreneurs, on en parle beaucoup dans les podcasts, mais sans en parler beaucoup. Des fois, les gens, je trouve, il y a certains podcasts, j'entends, ils en parlent, mais de manière un petit peu vulgaire ou quoi. Enfin, je sais pas toujours en fait comment parler de ce sujet, mais en fait, qui est un bon sujet en fait, qui devrait pas y avoir de tabou. Ouais. Toi, c'était quoi un peu l'évolution de ton rapport à l'argent et même en donnant des montants, tu t'avais des objectifs, tu les atteignais, puis finalement tu t'en mettais des plus hauts, puis finalement tu disais bon en fait je m'en fous. Enfin, c'est quoi ton rapport à tout ça? Alors moi je me suis toujours très peu payé pour capitaliser dans ma boîte. En fait, je voulais avoir un maximum de liquidités dans ma boîte. J'avais peut-être la peur qu'un jour s'il y a un problème, avoir des liquidités dans ma boîte. Donc je voulais capitaliser pour augmenter aussi la valeur de ma boîte et gagner de l'argent vraiment quand il y a des événements capitalistiques comme un LBO ou ce genre de choses. Après moi, l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la possibilité d'avoir de l'impact. Je dirais que c'est ça la cause numéro 1. Pourquoi je veux avoir beaucoup d'argent? Pour pouvoir avoir un maximum d'impact dans ma vie. Je m'épanouis beaucoup dans la création de projets. Donc c'est pour ça aussi que j'ai investi, rencontrer des entrepreneurs qui ont des projets, investir dans la tech, investir dans le Web3, investir dans l'IA, investir dans les nouvelles technologies. Moi, je suis un passionné de nouvelles technologies. Ça me permet d'alimenter cette valeur que j'ai chez moi. Donc l'argent, c'est je dirais que c'est principalement pour moi la possibilité d'avoir de l'impact, parce qu'en réalité, si on te met par exemple demain 100 millions d'euros sur ton compte, voilà, je vois pas trop comment je les dépenserais, à part faire de belles vacances. T'es un mec qui kiffe quand même aussi en perso. Tu disais, je travaille même le week-end, le dimanche, je fais mon podcast dans mon salon ou quoi, mais est-ce que quand même Andrea Ben Saïd, de temps en temps, il s'amuse quand même, il kiffe autre part qu'au boulot? Alors j'ai eu 2 phases. Je rentre dans une phase là où les cash out m'ont permis d'être plus à l'aise personnellement. Et d'être plus confort, on va dire, de plus kiffer ma vie perso. Au début, moi, je faisais les sacrifices parce que je voulais vraiment réussir, c'était important pour moi. Après, je suis quelqu'un d'assez simple, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de show off. Les 2 gros pôles de dépenses, je te dirais numéro 1, c'est ma résidence principale. Toi, t'es parisien, t'habites à Paris? Je suis parisien et j'ai pas de limite dans ma résidence principale. C'est-à-dire que si demain je peux habiter dans un truc qui vaut 50 millions d'euros, enfin voilà, c'est le poste numéro 1 de dépenses chez moi. Ouais. Et le deuxième, c'est les vacances. Les beaux hôtels, etc. Mais je suis pas forcément belle voiture, avoir une belle montre, etc. Les montres j'aime bien, mais t'as des belles sneakers quand même, on peut le dire. Franchement, elles sont stylées, je les regarde depuis tout à l'heure. Sympa, et elles sont en plus ça c'est j'adore les Nike, moi c'est très dur à trouver, ouais. Quand tu kiffes les Nike. D'ailleurs, j'ai interviewé sur mon podcast With the New qui a des baskets de ouf. Je le vois mercredi, il est ici. Bah magnifique, tu lui passeras le bonjour. J'ai Mickaël, ouais. Tu l'as à quel jour?
Je l'ai déjà eu en fait, j'ai tourné, mais le temps de monter l'épisode. Moi, du coup, il vient mercredi, je crois, là. Mais en tout cas, l'argent pour moi, c'est la possibilité d'avoir un maximum d'impact. Moi, demain, l'idée, c'est de créer un gros fonds. Il y a un truc dont je parle beaucoup dans tous mes podcasts, c'est la notion de patriotisme économique. En fait, c'est marrant, mais je viens de découvrir là, il y a une semaine ou deux, que ce que je veux faire en France, ça existe depuis toujours aux États-Unis, et ça s'appelle Y Combinator. En fait, j'ai interviewé un mec qui s'appelle Boris Golden, qui est chez Partech, sur mon podcast, à qui je disais, voilà, moi, je crois dans le patriotisme économique, j'aimerais bien qu'on crée de belles pépites françaises, mais qu'elles restent en France. Que le siège social reste en France. Et on se disait, ouais, c'est pas possible, etc. Y Combinator, il faut savoir que quand tu fais Y Combinator et qu'ils te financent, t'as l'obligation d'avoir ton siège social aux États-Unis. Okay. D'ailleurs, je viens d'investir dans une boîte qui est là-bas, et donc du coup, pour faire un virement, c'était une galère parce que c'est aux États-Unis, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc les Américains en fait sont ultra conservateurs, ils se disent qu'ils sont ultra libéraux, mais en fait dans la pratique ils sont ultra conservateurs. Quand nous au final on essaie d'être libéral, on joue vraiment le jeu et on se fait racheter toutes nos belles pépites. Donc voilà, moi peut-être mon rêve demain c'est créer un fonds d'investissement à la Y Combinator où par contre ton siège il doit rester en France et tu dois rester français jusqu'au bout. Après, Y Combinator, c'est même plus qu'un fonds d'investissement, c'est un accélérateur. Oui, voilà, c'est un accélérateur. C'est vrai que moi, je pense plus en mode fonds. Essayer de faire The Family en France, quoi. Exactement. Mais The Family, par exemple, t'obligeais pas à garder ton siège en France. Ça, non. Mais moi, voilà, je crois beaucoup dans le patriotisme économique. Je suis, j'aime mon pays, quoi. C'est un peu bizarre à dire aujourd'hui parce que en fait, on a le droit de dire j'aime mon pays. Voilà, on a le droit de le dire. Sans être un mec d'extrême droite, quoi. Voilà, exactement. C'est marrant parce que j'ai interviewé aussi quelqu'un à qui je disais quand tu dis t'aimes ton pays, t'as un côté un peu extrême droite et tout. Et moi, j'aime le répéter. J'aime mon pays. J'adore vivre à Paris. J'adore payer mes impôts à Paris, en France. Je trouve que les impôts en France sont pas si énormes que ce qu'on dit. Par exemple, quand tu as une holding et que tu investis dans une société avec plus de 5% du capital, quand tu revends ta plus-value, tu as 0% d'impôt. Où ça existe dans le monde. Donc, je suis un peu clivant là-dessus, mais je trouve que les jeunes aujourd'hui veulent se barrer. Là, ils vont dire, en fait, c'est sur les impôts sur le revenu. En fait, t'arrives quand même, très vite, encore une fois, c'est une manière de parler, mais t'arrives très vite, en fait, à la fameuse tranche à 40%. Et en fait, il y a des gens, ils disent, bah ouais, c'est la moitié de ce que je gagne. Sachant qu'en plus, nous, dans notre cas, quand on est entrepreneur, quand, du coup, chaque euro, dont on va prendre 40 centimes du coup d'impôt sur le revenu. En fait, cet euro-là, on a déjà payé de l'URSSAF et on a déjà payé de l'impôt sur les sociétés dessus. Je suis d'accord. En fait, c'est la classe moyenne, je pense, en France, qui est vraiment impactée. Qui morfe, quoi. Mais par contre, quand t'as de l'argent, en vrai, je trouve que... Oui, non, mais moi aussi, pareil. Moi, je me plaindrai jamais de ça. J'essaie d'optimiser comme je peux avec mes moyens ou quoi. Mais pareil, je suis pas obsédé. Genre, je ne pense pas à l'optimisation fiscale dès que je me lève, quoi. C'est quelque chose qui doit me prendre 4-5 heures dans l'année. Je vois ça avec un professionnel qui est mon expert comptable qui me dit fais ça, tout ça là c'est légal, c'est optimisé, tout le monde fait ça, bim, ok on fait ça et puis bim je passe à autre chose. Parce que si t'y penses tout le temps, tu te bouffes la vie en fait. Sûr. Si en fait t'arrives pas en fait à kiffer l'euro qui est sur ton compte et que tu ne fais que penser à l'euro qui a été à l'État, en fait tu vis plus quoi, tu vois. En fait, moi, c'est vraiment bizarre, mais en fait, j'ai l'impression d'être un ovni un peu en France, même dans mes groupes d'amis, etc. Parce qu'en fait, c'est une notion qui me dépasse. Même des grandes fortunes françaises qui bougent, s'exiler dans d'autres pays, en Belgique, au Luxembourg, etc. J'avoue que moi, c'est un sujet qui me dépasse, mais je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai été éduqué comme ça, mais franchement, demain, c'est des gens qui ont plus de 100 millions d'euros. Pourquoi tu veux optimiser pour avoir 120, franchement? 120, ça va rien changer à ta vie. Tu mourras. Il te restera plus de 20 millions d'euros sur ton compte, donc ça n'aura rien changé en réalité. Ouais. Cette volonté d'optimiser, je trouve que ça devient il y a un côté un peu malsain. Il y a peut-être un truc qui me dérange quand même, parce que c'est pas que du positif. C'est que on est le seul pays, je crois, en Europe ou dans le monde, avec un impôt sur les successions aussi fort. L'impôt sur les successions en France, c'est 40%. Ouais. Ça veut dire que tes parents travaillent toute leur vie. Et en fait, le jour où ils partent, on te prend 40%. Alors, c'est pour prôner l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'en 2 générations, tu repars à 0. Mais ça, je trouve que c'est trop. C'est le seul impôt, allez, je vais te dire, celui-là, je trouve qu'il est trop gros. Alors, je suis 100% d'accord avec toi parce que franchement, en fait, tu comprends pourquoi ils ont fait ça de base. Pour dire, en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, t'as envie de dire, ok, certes, tes parents, ils ont charbonné et tout, mais toi, en fait, du coup, en fait, t'as juste eu la chatte d'être bien né. Et donc, du coup, c'est encore une fois pas juste, pas égal par rapport en fait à ton copain qui est à côté, qui est en fait sur la même table que toi à HEC, mais qui lui en fait avait des parents ouvriers, et toi t'avais des parents du coup machin et tout. Et donc
toi, c'est bon, tes études, tu vas pouvoir les payer cash avec l'héritage. Quand l'autre, il va cravacher, il va devoir s'endetter, machin. Je suis d'accord. Je comprends en fait la philosophie de l'État. C'est de faire l'égalité, ça, c'est mais l'égalité je des trouve chances. qu'en effet, il est dégueulasse parce que quand ça t'arrive, t'es obligé en fait d'avoir les boules et de dire, tu sais, de repenser à ton père, ta mère qui ont travaillé toute leur vie, de dire putain, en fait là, tu vois, t'imagines là, moi ça fait, je sais pas, ça dépend à quel âge tes parents décèdent, c'est un peu glauque de parler de ça, mais de dire tu vois, moi ça fait genre 20 ans là que je vois mon père travailler, en fait ces 20 ans c'était pour rien là, tu vois. Et je comprends qu'il peut y avoir En fait, c'est un truc un peu sujet dégueulasse, c'est quoi. un sujet philosophique qui nous dépasse, qui est dans la culture française depuis toujours, qui est le sujet de l'égalité des chances. Ouais. Pour justement que à côté de ton voisin, tu partes du même endroit après 3 générations. Moi, ce qui me gêne, c'est que si tu prends l'exemple d'un entrepreneur, par exemple, qui a travaillé 40 ans, qui s'est pris l'IS, qui s'est tout pris, donc en fait, il s'est fait fiscaliser, admettons, à 60% tout au long de sa vie à chaque euro gagné. Ouais. Donc il lui reste 40% après. Tu dis 60, Et sur c'est ces même plus, ça. 40%, on lui reprend 40% le jour où il décède. Donc ça fait 40% de 40, ça doit faire 16. Donc il lui reste 24%, tu vois, de tout ce qu'il a gagné depuis toujours. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse, surtout que je prends vraiment des exemples de gens qui ont vraiment charbonné du lundi au dimanche toute leur vie, qui se sont sacrifiés. On vient leur prendre 40%. J'avoue, je trouve que en France, on est le pays. Alors certes, on prône une belle valeur qui est l'égalité des chances. C'est vrai qu'on peut pas nier que c'est une belle valeur. 40%, je trouve que c'est un peu gros. Ouais, non, mais écoute, de toute façon, ça, en fait, c'est un truc, comme c'est un débat, en fait, philosophique et idéologique. C'est ça. On pourra en débattre pendant des heures. Clairement, ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas un avis tranché parce que je comprends, le truc, mais moi, en fait, ça m'est jamais arrivé parce qu'en fait, moi, tous les gens de ma famille qui décèdent, ils ont pas un rond, donc en fait, on Bien a sûr, pas de sujet. Mais j'avoue que s'il y avait eu un sujet, peut-être que j'aurais un avis un peu plus affirmé, que j'aurais peut-être un peu plus les boules et que je serais un peu plus d'accord avec toi. Ouais. Mais au-delà du patriotisme économique, j'aime l'idée de pas être un citoyen attentiste. C'est-à-dire attendre de voir comment l'État va bouger pour voir comment ça va se passer. Moi, depuis toujours, je compte que sur moi-même. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais chez le médecin et qu'on me donne une feuille de soins, je me la fais même pas rembourser, je la paye cash. Je paye tout cash et je suis pas attentiste de qu'un État puisse m'aider. Je suis proactif. Et donc l'argent, en fait, pour moi, plus j'ai d'argent, plus je vais pouvoir bouger les codes et être actif, tu vois. Et c'est en ça que ça me plaît. Et demain, tu vois, j'aime bien l'idée d'être un citoyen qui puisse faire bouger les codes. Je pense que l'économie française, même la politique demain en France peut bouger grâce à l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a des entrepreneurs en France, on en voit de plus en plus qui prennent la parole, sont capables de faire bouger les codes pour l'avenir de l'économie française et du pays, tu vois. Donc moi je suis content qu'il y ait toute cette ce crew un peu français d'entrepreneurs qui prennent la parole et demain, tu vois, si tu as par exemple 10 entrepreneurs français qui deviennent milliardaires, qui se liguent, ils peuvent grave faire changer les codes de la société, tu vois. Tu fais partie de clubs ou de communautés, toi, à Paris ou autre? Zéro club. Et pourquoi? Parce que t'as pas eu l'opportunité ou c'est parce que c'est quelque chose qui t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas trop. J'aime bien aller prendre des cafés, réseauter et tout, mais je fais très peu d'événements. Tu me verras très peu sur des événements. D'ailleurs, faudrait que je le fasse plus. Ça peut être un dîner à 10, par exemple, tu vois. Ouais, non, même ça, je le fais pas. Ouais, j'ai jamais fait de club ou de réseau d'entrepreneurs. Okay. Je sais pas pourquoi, c'est pas dans ma fibre. Je préfère aller dîner avec mes vrais amis le vendredi, qu'on va dire, ou même en semaine. Tu pourrais t'en faire des nouveaux. En fait, je pourrais m'en faire des nouveaux. Non, mais t'as raison. Mais c'est un truc que j'aimerais développer peut-être un peu plus. Ouais. Ok. Et un autre, du coup, on en a un tout petit peu parlé, on a pas mal parlé en début de podcast. Mais du coup, toi, c'est quoi ta vision de l'évolution un peu de cette creator economy et du coup et de la création de contenu qui donc aujourd'hui dépasse un peu les zones de LinkedIn et comment toi en fait tu vas garder ça dans ta stratégie perso et même dans la stratégie globale d'Eskimos. Pour moi, il n'y a pas de grosses boîtes demain qui vont exister sans avoir un leader créateur de contenu. C'est un peu bizarre, mais demain, par exemple, quelqu'un vient me pitcher avec une marque e-commerce qui fait pas du personal branding, je pense que j'investirais pas dedans. Ouais. Pareil dans le logiciel, pareil dans tout, je pense que ça devient un vrai marqueur. On le voit aux États-Unis, ça se développe beaucoup. Le personal branding, ça devient la clé aujourd'hui parce qu'en fait, ça te permet de faire de l'organique, de faire connaître ta marque, de faire du storytelling. Les gens n'achètent plus un produit ou un service, ils adhèrent à une histoire, à des valeurs derrière cette marque. Ils veulent savoir qui y a derrière. Donc, je crois dans la création de contenu, et dans le personal branding. Ça, toi, c'est ton point de vue, c'est de dire que c'est important et ça va être plus qu'important, ça va devenir indispensable et une condition sine qua non. Inévitable. Et comment tu le vois évoluer, on va dire plus techniquement parlant, tu vois, du coup, ça devient compliqué parce que déjà il y a de plus en plus de plateformes et ça devient compliqué parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent dessus aussi. Avant, il y avait un boulevard. Tu lançais un e-commerce dans un domaine, tu te mettais en avant, tu pouvais vite te faire connaître.
Aujourd'hui, ça devient concurrentiel. Donc c'est toujours pareil, quand t'arrives trop tard, c'est compliqué. Faut connaître les codes, faut savoir être récurrent. C'est comme l'entrepreneuriat finalement, le personal branding, c'est à quel point t'es capable de tenir dans la durée pour moi, je pense. Et toi, par exemple, à titre perso, alors je sais pas si t'es un fervent supporter de la méthode des OKR, donc OKR, Objective and Key Result, objectifs et résultats clés en français. C'est une méthode en fait qui te permet d'écrire tes objectifs et des résultats clés à atteindre, qui te permettent de dire en toute objectivité, est-ce que j'ai réussi mon objectif ou quoi? Et après, tout ton plan opérationnel, en fait, ta fameuse to-do list, tes projets, etc., découle en fait de ce travail intellectuel que tu as fait en amont. Alors toi déjà, est-ce que tu utilises un peu cette méthode à titre perso? Alors je connais très bien cette méthode que je vais plus utiliser dans ma boîte, dans l'organisation globale. Moi, il y a un côté que j'aime bien dire, c'est que j'exécute avant de réfléchir. Ouais. Et donc avant de mettre un plan, en fait, je produis, j'exécute en récurrent, tête dans le guidon, et après je lève la tête et je vois un peu les stats et Même à je l'échelle peaufine. d'une boîte comme Eskimos avec 200 salariés, tu fais encore comme ça? Non, avec ma boîte, tout le monde a des objectifs précis. Toutes les personnes de la boîte ont des objectifs. Et du coup, Mais là, est-ce que c'était la vraiment à création titre personnel. Est-ce que la création de contenu, du coup, est un OKR Non. chez toi? Non. Non, toi, c'est quelque chose que tu fais encore une fois à l'instinct, selon ton temps dispo, Ouais. et que tu fais en fait par habitude puisque tu le fais depuis 8 ans, quoi. 8 ans, ouais. Et que moi, ouais. Ouais, non, j'incentive pas mes collaborateurs. Alors je les pousse, on essaie de les éduquer sur le C'est sujet. ce que j'allais te On est de demander. plus en plus sur LinkedIn, là, on essaie de s'y mettre plus. Parce que je les vois pas les autres pour l'instant. Bah pas assez, mais ils y vont un peu, mais pas assez encore. Ils pourraient y aller plus, ouais. Parce que tu vois, en fait, et ça c'est, moi je pense que tu vois, il y a un boulevard là-dessus. Moi, j'aimerais bien monter une agence, tu vois, notamment là-dessus. Tu sais, en fait, de mettre en place en fait cette fameuse stratégie Avengers. C'est que toi aujourd'hui, tu parlais de ta stratégie d'acquise. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, tu as peut-être des sales, tu fais de la outbound, vous faites sûrement plein de choses. Mais demain, tu as 200 salariés. Si tu en avais 25 qui se mettaient à écrire sur LinkedIn tous les jours, tous les 2 jours, t'imagines toi quand même, c'est sûr que t'aurais un boom de ton pipe qui se remplirait, quoi. C'est marrant que tu parles de ça. Il y a une semaine, pour la première fois sur Slack, on a créé le channel LinkedIn qu'on n'avait pas créé depuis longtemps. Ah ouais. Et on l'a enfin créé et on partage les posts et on commence à mettre cette culture-là en place dans le groupe. Donc et quand même, peut-être tu le vois pas parce qu'on a aussi des entités dont tu connais pas forcément le nom, etc. Mais on a des managing directors qui prennent la parole. En fait, on essaie d'écrire surtout les managing directors des entités à le faire. Ok. Parce que en fait, ça, ce qui est difficile en fait pour eux, c'est de tenir dans la durée. Parce que moi, j'en ai formé beaucoup, des boîtes, je citerai pas ici là, mais en fait où ils sont vachement joués au début, ils vont faire un post, 2 posts, bim, ils se l'envoient dans ce fameux groupe Slack, bim, ça file un peu de dopamine, ça like, ça commente. Mais en fait, 2 semaines après, en fait, ils arrêtent parce qu'ils arrivent pas à se mettre dans un mindset de j'ai un planning, j'ai un moment dans ma semaine qui est dédié à l'écriture. Et en fait, ça, est-ce que ça peut vraiment marcher? Ou alors, est-ce que pour que ça marche, en fait, limite, faudrait leur mâcher le travail, mais limite en leur donnant des postes tout faits qui remettent un petit peu à leur sauce. La stratégie Avengers, moi je suis fan, j'adore surtout dans mon domaine où on a plein de métiers. Par exemple, les agences, c'est ouf. Bah c'est ça, mon head of content qui peut parler de stratégie de contenu, mon head of data qui parle de comment mettre en place une stratégie de data, mon head of SEO, mon head of SIA, mon head of TikTok qui puisse parler, tu vois, des expertises. Après, en contrepartie de ça, l'avantage du personal branding, c'est que si tu as une tête de pont, tu as un CEO qui est vraiment très présent, il y a un côté exponentiel parce que plus tu vois la tête de quelqu'un, plus tu es susceptible de cliquer ensuite quand tu vois sa tête ailleurs. Donc capitaliser aussi sur un CEO, c'est pas con non plus dans ce sens-là, mais c'est deux choses différentes. La stratégie Avengers, elle est plus violente clairement. Parce qu'en fait le reste ne va pas cannibaliser la création de contenu du CEO. Oui, c'est ça, donc c'est complémentaire. Ça s'ajoute en fait, quoi. C'est complémentaire. En fait, t'as raison, c'est pas parce que tu fais l'un que tu peux pas faire l'autre. Donc c'est cumulatif et plus t'as de gens qui passent sur LinkedIn, mieux c'est. Et moi dans mon domaine, c'est essentiel de le faire. Hein. Parce que toi, qu'est-ce que tu serais capable de mettre en place ou de déléguer en fait pour qu'il y ait une telle stratégie de mise en place, par exemple, dans une agence comme Eskimos? Excuse-moi, j'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce que toi, tu serais prêt, en fait, à mettre en place et à déléguer, à mettre en place en termes de moyens? Quand je dis en moyens, pas en termes de moyens forcément financiers ou quoi, mais en termes de temps, est-ce que ça serait une vraie ligne, en fait, à la stratégie pour qu'une telle stratégie, justement, soit mise en place dans une boîte comme Eskimos pour que tu en aies 20, 25, 30, mais même plus, qui prennent régulièrement la parole sur LinkedIn? Ouais, en fait, on prévoit de recruter un directeur marketing chez Eskimos qui pilotera notamment ça avec une petite équipe. Parce que t'as pas de CMO là? Alors on en a pas. On a voulu recruter quelqu'un, ça s'est pas très bien passé. Le problème c'est qu'on a une sensibilité très forte dans le marketing, moi
et mon directeur général Tom. Et comme on est très sensible au marketing, c'est très difficile de recruter quelqu'un qui est meilleur que nous. Alors moi, ma stratégie, je t'ai dit, c'est de toujours recruter quelqu'un qui est meilleur que nous. Par contre, s'il est pas meilleur que nous, c'est compliqué. Donc on a du mal à trouver quelqu'un sur le poste parce qu'on a un niveau très très élevé à ce niveau-là. Mais voilà, l'idée c'est de structurer sur ce pôle-là à terme. Mais aujourd'hui, c'est vrai que mon rôle, c'est de gérer aussi un petit peu le marketing quand même avec Tom. En fait, on gère nous-mêmes le marketing aujourd'hui. Ok. Je pense que je vais te poser une dernière question parce que je crois qu'il faut que je te libère après. Okay. Déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 et ça va être quoi les deux énormes chantiers d'Eskimos et de toi-même en fait pour au moins ce premier trimestre 2024 là, c'est quoi qui arrive qui est très frais là? L'idée c'est de continuer de croître. En fait, l'idée c'est de finaliser notre tour européen, c'est-à-dire d'avoir une agence dans chaque pays. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est peut-être d'aller assez vite aux États-Unis, d'aller à New York. C'est mon rêve d'ouvrir un bureau là-bas. Et dans mon délire de patriotisme économique, j'aime bien l'idée de dire que un Français peut aller racheter des boîtes en Europe déjà à l'international, mais peut aussi aller acheter chez les Américains. Dans les médias, tu vois toujours le géant américain a racheté le français. Moi, j'ai envie de casser les codes. Voilà, j'ai envie de casser les codes. C'est ce que je me souhaite pour aussi encourager tout le monde à essayer de casser les codes pour le pays aussi. Donc, un, rester en France et deux, aller racheter des boîtes à l'étranger. Ne pas être dans ce délire là de vouloir économiser 10% d'impôts et de bouger ou d'aller prendre un chécos parce que y a un chinois qui veut racheter la technologie, mais de se dire je vais développer une technologie qui va permettre de faire rayonner la France et ça a plus de valeur que de gratter 10% de cash out sur 200 millions. Écoute, ça peut être le mot de la fin hein, et ouais. puis de dire vive la République et vive la France. Exactement, et de dire j'aime mon pays voilà. Et j'en suis fier et je vote pas pour le FN en plus, tu vois. Donc on peut être fier de son pays, être conservateur et pas être d'extrême droite. Aimer payer des impôts, etc. Et aimer payer des impôts, voilà. Ok. Franchement, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Andrea en tout cas. Merci à toi. Pour t'être livré, avoir donné autant de valeur, pas mal de chiffres. Vraiment, j'ai passé un super moment. Trop cool. Puis c'était bien qu'on puisse enfin se rencontrer après 5 ans d'échange.